sportifs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. Après le break imposé par la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023, nous sommes donc de retour sur vos antennes comme chaque mercredi soir dans le cadre de la Nuit du Sport. C'est votre magazine hebdomadaire de débats sportifs sur nos antennes. Alors pour cette édition du 21 février 2024, on va s'intéresser à l'athlétisme avec notamment les préparatifs de la 24e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme senior. Le Cameroun s'apprête justement à abriter l'événement. Où en est-on avec les préparatifs? On fera le point en début de cette émission dans la pause actu. Et également dans cette première partie de l'émission, on va beaucoup parler tennis avec le 25e anniversaire de Yebok Tennis Academy, comme vous le savez, basé à Kake Souza, à quelques kilomètres de la ville de Douala. Cette année, Yebok Tennis Academy célèbre son 25e anniversaire. Quel chemin parcouru en 25 ans? L'apothéose de l'événement a eu lieu le week-end dernier, marqué notamment par les présences du gouverneur de la région du littoral et surtout la légende de tennis Yannick Noah. On fera le point dans quelques instants. On débat ce soir de thématiques. Le comité sportif, le comité national olympique et sportif du Cameroun qui suspend les présidents de la Fédération camerounaise de Nambudo et celui de la Fédération camerounaise de volleyball, Serge Julien Abouem. On tentera de comprendre pourquoi. Pendant ce temps, traction observé du côté de la Fédération camerounaise de basketball où le processus électoral avait été annulé. Yves Tsala, ex-candidat à la présidence de l'Africa Basket, nous en dira plus tout à l'heure. Et avant de refermer cette émission, on va évidemment parler foot avec les Lions indomptables du Cameroun. Après le débâcle de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, quelles sont les grandes leçons à tirer? Que faire pour que les Lions redeviennent indomptables? Ce sera la problématique de tout à l'heure. En plateau, ce soir, 2 invités sur 3 déjà présents. Nous avons le plaisir de revoir notre consultant sportif, Yvan Kamwa, qui est de retour au Cameroun. Bonsoir Yvan. Bonsoir Lydie, salut à vos millions de téléspectateurs. Content une nouvelle fois d'être là et de partager ce beau panel. Vous étiez en Côte d'Ivoire. Comment ça s'est passé, Yvan? Très bien. Très bien. Je pense que la Côte d'Ivoire a coché pratiquement toutes les bonnes cases en termes d'organisation pour cette 34e édition. Une édition qui avait été placée sous le signe de l'hospitalité. Je pense vraiment qu'en termes d'hospitalité, rarement j'ai vu un peuple aussi accueillant et je pense qu'on peut difficilement faire mieux en termes d'accueil, en termes de respect des étrangers et tout. On s'est senti véritablement comme chez nous alors qu'on n'était pas chez nous. Et je pense que c'est pour moi la plus grande réussite de cet événement. Donc ça s'est très bien passé. La compétition s'est bien déroulée. On a pris notre plaisir et on est retourné au pays dans de bonnes conditions. Malgré la sortie précoce du Cameroun dans cette Coupe d'Afrique, hein? Ouais, même si personnellement, moi, j'en attendais pas plus. Je pense que quand on voit d'ailleurs ce que les Lions ont montré dans cette CAN sortie du premier tour, c'était un miracle. Et je l'ai dit tout à l'heure, en termes de niveau, honnêtement, cette Coupe d'Afrique des Nations était de très haut niveau. Quand on voyait une équipe comme la Mauritanie, qui pour moi était mon coup de cœur dans cette compétition, ce qu'elle a proposé, même la Gambie, on se sauve miraculeusement du premier tour dans ce dernier match face à la Gambie, mais sur 80 minutes pratiquement, la Gambie a contrôlé le match. Ils nous ont imposé une adversité à laquelle on avait des difficultés à répondre et c'est peut-être notre expérience qui a parlé sur la fin. Et donc quand vous regardez tous ces éléments-là, ajoutez à ça les premiers traces sportifs, les questions liées à la préparation du match qui n'étaient pas toujours dans des conditions optimales. Tout cela fait que finalement la sortie en 8e de finale, pour nous autres, en tout cas pour moi, ça n'était pas une surprise, même si en tant que Camerounais, il y avait toute cette flamme patriotique-là qui espérait que par miracle, qu'on aille plus loin dans la compétition. Mais le football aujourd'hui est devenu de plus en plus scientifique, que ça laisse de moins en moins d'espace au hasard et à l'improvisation. Et malheureusement, on n'a pas su supplanter ces 2 éléments-là pour pouvoir aller plus loin dans la compétition. On va en reparler forcément avant la fin de cette émission. Également en plateau ce soir, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois dans cette émission le docteur Jean Noundou de Yebok Tennis Academy. Bonsoir docteur. Bonsoir madame, bonsoir à vos millions de téléspectateurs.
bonsoir aux copanélistes. J'espère tout au long de cette émission, n'est-ce pas, apporter les éclairages que vous solliciterez sur le 25e anniversaire de Oyebok Tennis Academy que vous avez si bien introduit et qui s'est achevé en apothéose ce week-end, le week-end dernier, avec notamment la présence de la légende Yannick Noir, du gouverneur du littoral, et de nombreuses personnalités de la vie civile, de la vie politique. Et voilà, tout au long de cette émission, nous en reparlerons. Oui, tout à fait. Merci en tout cas, docteur, d'être là. Dans un court instant, Jérôme Bango va nous rejoindre en plateau. Le temps peut-être pour nous de vous proposer ce premier élément de la pause actuelle. Il s'agit de l'athlétisme. Le Cameroun s'apprête à accueillir la 24e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme senior. L'événement est prévu au mois de juin prochain sur les pistes du stade de la réunification de Bépanda, ici même dans la ville de Douala. À 4 mois de cette compétition africaine, le Cameroun se prépare. Il y a quelques jours, une mission conjointe ministère des Sports, Office national des infrastructures et équipements sportifs ONIES et experts de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Cette mission a donc séjourné dans la cité économique et ces experts se sont rendus notamment au stade de la réunification de Bépanda, comme on peut le voir sur ces images, afin, dit-on, d'évaluer les travaux de réhabilitation de la piste et aire de jeu de ce stade. Dans un court instant, on va vous proposer d'écouter quelques réactions recueillies à l'issue de cette visite et ces experts s'expriment au micro de Spectrum Télévision. Regardez. Dans l'objectif, on est de plein pied dans la réalisation des objectifs qui nous ont été assignés par l'État, la Confédération, la Fédération. Donc c'est vrai qu'on aurait pu faire cette visite il y a 2 semaines, mais mieux vaut tard que jamais. Elle lance en fait de façon claire les débuts des travaux de rénovation de cette infrastructure sportive qui va abriter cette grande compétition de niveau mondial. On a montré quels sont les désagréments et les avantages de faire le championnat d'Afrique ici à Bépanda. Donc nous avons montré les nouvelles directives à eux maintenant de corriger. Il faut que ça se dise dans les conditions. Il faudrait que nos enfants soient capables de battre des records. Mais je crois quand même que cette approche est quand même la meilleure. Bépanda a été retenu, il n'y a plus de supplication et donc ils sont maintenant d'améliorer pour que nos enfants soient dans les conditions humaines. L'objet de cette mission, c'est une mission de réflexion pour évaluer l'état de cette infrastructure qui est supposée abriter un championnat africain, je pense, en juin. Donc la fédération sollicite l'accompagnement de l'Office national de l'infrastructure et équipement sportif pour mettre en place une infrastructure sportive conforme aux normes internationales. Alors l'objet, c'est d'évaluer où on en est, quel est l'état des lieux et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en termes de travaux pour mettre l'infrastructure aux normes idoines pour la compétition. Dans l'objectif, on est de plein pied dans la réalisation des objectifs qui nous ont été assignés par l'État, la Confédération, la Fédération. Donc c'est vrai qu'on aurait pu faire cette visite il y a 2 semaines. Ces réactions de quelques experts donc, recueillis à l'issue de cette visite qui a eu lieu récemment du côté du stade de la réunification de Bépanda, ici même à Douala. Yvan Kamwa, quel est justement peut-être le regard que vous portez sur cette descente sur le terrain alors qu'on est pratiquement à 4 mois de ces championnats d'Afrique? Je pense que c'est une descente qui est totalement dans le contexte. Pour nous qui fréquentons régulièrement cette infrastructure, force est quand même de constater que moins de 3 ou 4 ans après être sorti de terre, qui n'est d'ailleurs jamais véritablement définitivement sorti de terre parce que c'est un chantier qui reste encore inachevé. Il y a quelques aspects de l'infrastructure qui commencent déjà à se dégrader, notamment les gradins qui avaient été conçus en matériaux provisoires. Il y a du bois par endroit et je pense que c'est un gros risque pour les spectateurs
qui vont assister à des compétitions ou à des événements dans cette infrastructure-là. Même au niveau de la piste d'athlétisme, il y a des endroits où ça commence à se dégrader. Du fait de la chaleur, il y a des endroits qui sont déjà bosselés et ça va de soi qu'avec le temps, ce sont des petits trous qui vont commencer à se former et qui vont constituer un danger pour les athlètes qui vont se déployer, notamment pour les courses, les athlètes qui vont se déployer sur cette piste-là. Donc je pense que c'est une mission qui est totalement à l'endroit, qui va permettre de faire un état des lieux de l'infrastructure qui va accueillir cette grande fête de l'athlétisme africain dans quelques mois. Par contre, ce qui me gêne un peu, c'est qu'il y a quelques années, il y a un budget au niveau de l'État qui avait été mobilisé pour réhabiliter cette infrastructure par rapport au CHAN, notamment qui a eu lieu il y a 3 ans, et la CAN il y a 2 ans. Mais voici bientôt 4 ans, l'infrastructure n'a jamais été terminée, mais on n'a même pas des nouvelles des fonds qui avaient été débloqués pour pouvoir mettre à jour cette infrastructure. Et là, on nous apprend que le Cameroun va abriter les championnats d'Afrique d'athlétisme. Il va probablement encore avoir des démarcations budgétaires qui vont être faites pour rénover ou alors remettre sur pied une infrastructure qui n'a jamais été terminée à l'époque. Donc moi, c'est peut-être ça qui me gêne. Mais pour rester circonscrit sur la mission de contrôle de cette équipe-là, je pense que c'est totalement à l'endroit. On ne peut pas aller dans un événement aussi important sans se rassurer que l'enseigne qui va accueillir les athlètes, les spectateurs, etc. n'est pas dans les conditions optimales. Donc pour moi, ça va permettre de faire un état des lieux. Et j'espère que d'ici là, on va pouvoir justement corriger ce qu'il y aura à corriger pour pouvoir lui permettre d'avoir le coup de neuf qui lui permettra d'être dans des conditions idoines afin d'abriter de fort belle manière cette compétition. Peut-être que je vais solliciter la réaction aussi du docteur Jean Nundou par rapport à cet événement. C'est important quand même, c'est la grande messe de l'athlétisme que le Cameroun s'apprête à accueillir et il était, disons, important de voir tous ces experts-là, de l'ONIES, du ministère des Sports, de la fédération même d'athlétisme, justement se déployer. On a pu voir sur ces images quand même que les pistes, par endroits, c'est pas trop ça. Au-delà de ces différentes personnalités techniciens, on aurait dû accompagner ici cette mission d'un climatologue, parce que si dans 4 mois, on sera en juin, juillet, et à Douala, souvent, ça correspond le plus souvent aux fortes saisons de pluie. Et mon impression, c'est que le calendrier n'a pas tenu compte de ces contraintes, n'est-ce pas, environnementales. Du reste, bon, c'est du déjà vu. Nous sommes passés maîtres ces dernières années dans l'art d'improvisation, comme le copanéliste M. Kanwala si bien repris, la CHAN, la CAN, ont donné l'occasion vraiment de remettre en neuf ce stade. N'oublions pas qu'il date de plus de 40 ans. Et qu'à l'époque, déjà, il n'avait pas été terminé. Voilà, qui connaît, n'est-ce pas, un certain essoufflement. On a vu tout à l'heure sur les images, n'est-ce pas, une dégradation de la piste de l'athlétisme, et c'est très très gênant parce que ce soit pour les courses de vitesse notamment, n'est-ce pas, et cela joint aux contraintes climatiques que j'ai suscitées tout à l'heure là, on a intérêt vraiment à revoir rapidement et raccommoder, n'est-ce pas, rapidement ce qui peut l'être d'ici juin-juillet pour que ce championnat vraiment, image, afin que cette compétition reflète vraiment son rang et son prestige. Voilà un peu ce que je pouvais dire relativement à la question. Jérôme Bango nous a rejoint en plateau, intermédiaire, agent du joueur. Finalement, c'est pas. Bonjour Jérôme, bonsoir Jérôme, pardon. Merci d'être là. Bonsoir Lydie et bonsoir aux copanélistes, déjà Yvan Kanwa et le docteur Jean Nundou. Et bonsoir aussi à l'ensemble de ceux-là qui, tous les mercredis, sont scotchés sur votre chaîne, question d'être informés sur le sport en général. Et on en profite, puisque vous êtes dans le sillage des salutations pour adresser un bonsoir particulier à Madame Emoubou Patience. C'est l'ancienne déléguée régionale des sports et de l'éducation physique du littoral qui nous regarde particulièrement ce soir. Alors Jérôme, vous arrivez au moment où on s'intéresse justement à cet événement important que la ville de Douala s'apprête à abriter au mois de juin prochain. Quel est peut-être votre regard par rapport à cette mission qui est récemment descendue sur le terrain? Vous savez, Lydie, Yvan a déjà presque dit le gros de tout. Il faudra tout simplement rappeler que le Cameroun
est cet état particulier qui, toujours, il faudra recommencer avec des choses. Je crois qu'après les Jeux d'athlétisme, les Jeux africains d'athlétisme, il faudra aussi s'attendre aux Jeux islamiques que le stade de Lembe devra abriter. Il faudra aussi aller là-bas faire des études, aller là-bas aussi, je vais dire, inspecter les lieux, parce que jadis déjà, ça n'a pas été mis en activité, ou alors ça n'a pas été mis en opération, ça n'a pas été mis opérationnellement. Donc je vais dire tout simplement qu'au niveau du stade de la réunification, il faut déjà dire, excepté la piste de l'athlétisme, déjà aussi au niveau des gradins, on voit que le matériel qui avait été posé au niveau des gradins, c'était du provisoire, c'est du bois qui, avec les intempéries, ont pris un coup et puis vraiment au risque de péril des spectateurs. Déjà que vendredi, il y a les filles qui doivent jouer sur ce stade-là. Donc il faut dire que il faudra vraiment, lorsque les chantiers ne sont pas livrés, il faudra déjà se rassurer et peut-être pas couvrir une partie du stade, comme on voit du côté de l'Europe, et pour dire qu'ici n'est pas opérationnel, et de l'autre côté opérationnel, parce que j'espère qu'on ne va pas attendre qu'il y ait un incident malheureux pour que les gens réagissent. Voilà, donc, a dit Magui avait fait un bon boulot, mais qui n'avait pas été achevé, et que je ne sais pas si l'État du Cameroun avait réceptionné l'infrastructure. Donc voilà, on est aujourd'hui à recommencer et à mettre encore un budget qui pouvait servir à autre chose. Donc voilà un tout petit peu les conditions auxquelles nous sommes confrontés par rapport à tout ça. Et on espère que tout sera prêt avant le mois de juin pour permettre aux athlètes qui viendront de partout, des différents pays du continent africain, de pouvoir rapidement se mouvoir et nous offrir un spectacle exceptionnel comme ils le font d'habitude. On va s'intéresser cette fois au tennis. Je vous l'annonçais en introduction de cette émission. 25e anniversaire de Oyebok Tennis Academy basée à Kakesouza, c'est à quelques kilomètres de la ville de Douala. L'anniversaire a été donc marqué par 2 semaines d'instances en activité. Il y a eu par exemple l'organisation d'une clinique inédite de 1500 enfants. Il y a eu aussi 3 grands tournois nationaux et l'apothéose de ce 25e anniversaire d'Oyebok Tennis Academy a eu lieu le 18 février dernier à Souza, marqué notamment par la présence, comme on peut vous le voir, du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaradibois. Et puis juste à côté, la légende Yannick Noah. Voilà, ces 2 personnalités qui sont quand même venues rehausser de leur présence cet événement. Occasion aussi pour Yannick Noah qui connaît très bien Oyebok de visiter cette structure qui est assez quand même inédite. On a l'occasion d'en parler tout le temps ici sur ce plateau, de suivre les différentes activités qui sont mêlées de ce côté-là. On va vous proposer de regarder un peu cette réaction, ces différentes réactions, notamment de Yannick Noah, Joseph Oyebok également. On regarde. Pour moi, de parler de l'académie de mon frère Joseph qui a commencé ça il y a 25 ans. Disons que cela, c'est un anniversaire symbolique. Voilà, j'ai eu cette vision de rendre ce que le tennis lui a rendu, mais alors multiplié par 1000. C'est-à-dire qu'il a commencé à Douala, il a commencé même un peu partout au Cameroun pour maintenant faire cette académie-là. Voilà, il y a encore des travaux à faire. Il y a encore les travaux, il y a encore pas mal de choses à faire. Et là, il y a eu un événement, il y a eu des tournois. Donc, je profite de ma venue pour voir mon frère, pour mettre un peu en lumière son travail, son bon travail, parce que vraiment, c'est la personne qui fait le plus pour le tennis au Cameroun. Donc, c'est important qu'on lui donne le respect qu'il mérite. Un mot d'encouragement pour les jeunes qui veulent jouer au tennis. Venez d'abord voir Joe. Si vous venez voir Joe, vous allez avoir les bons conseils. C'est un travail à la fois. Bien sûr qu'il y a... Bon, c'est une grande académie, il y a beaucoup de jeunes qui jouent ici. Mais l'idée, c'est que bon, le tennis peut être aussi un tremplin, à savoir qu'il y a des enfants ici, certains vont être joueurs, d'autres vont être peut-être entraîneurs, d'autres vont avoir possibilité, puisque ici, là aussi, la bonne idée d'avoir des professeurs qui viennent faire en sorte que les enfants continuent leurs études. Ça peut être aussi un tremplin où les enfants peuvent avoir des bourses et aller dans les universités. Donc, ici, c'est un point de départ, voilà. Le partenariat
Yannick Noah, le coach sportif, et autres, c'est un partenariat qui va se pérenniser? Nous, on est ensemble depuis combien de temps, Joe? Quelques années, 3 ans, voilà, 3 ans. Bon, on est ensemble depuis, il n'y a pas de raison que ça change. Il n'y a pas de raison que ça change. Je suis d'abord son ami. Ensuite, je suis son grand frère, son vieux frère, voilà. Je suis son vieux frère. Voilà, bon, il a été joueur, j'étais joueur, donc bien sûr, on a beaucoup de choses à échanger ensemble, Et bon, c'est vrai que parallèlement à ça, bon, moi j'ai des activités et entre autres, je suis au conseil d'administration du Coq Sportif depuis, moi je suis au Coq Sportif depuis que j'ai 18 ans. Donc c'est un long partenariat, j'ai un contrat à vie. Donc dès que je vois des choses qui me plaisent, des projets qui me plaisent, eh bien, j'en parle au conseil d'administration et puis le conseil a accepté. D'ailleurs, certaines personnes du Coq sont ici pour essayer de les motiver avec le matériel et ce qu'on peut. Nous sommes tous motivés par notre idole et icône depuis l'enfance, la présence de M. Yannick Noah. Vous le savez, beaucoup parmi nous avons ramassé la raquette pour la toute première fois parce que Yannick Noah a gagné Roland Garros en 1983. Numéro 1, personnalité de la France. Le président Macron était 6, c'est chez lui qu'il était. Donc, lui, il accepte de venir nous honorer avec sa présence lors de notre 25e anniversaire. C'est très flattant, car ça motive les enfants. On le voit physiquement, on ressent sa présence et ça nous donne un honneur. De sa 4e visite, ça a indiqué qu'il tient à nous. Et ils nous soutiennent déjà avec, à travers les coqs sportifs dans multiples dimensions variantes des équipements, finances, et aussi beaucoup sur tous les conseils. Mais sa présence, c'est ce qui a marqué tout le monde. Parlez-nous de votre parcours. Je n'ai pas eu un parcours qui est si impressionnant en termes de... Je n'ai pas gagné Roland Garros. Mais le parcours que j'ai connu, c'est le modeste championnat du Cameroun, quelques points ATP en double. Mais j'aimerais plus parler de l'aventure de la vie que j'ai connue en termes de sport-études. Aller en France, après les États-Unis, faire sparring pour Sir Williams, et ça m'a motivé aussi après de commencer une académie pour faire sport-études, car c'était une difficulté que j'avais, et avoir la chance d'avoir implémenté ça et organiser ce genre d'anniversaire avec Dr Jean Noudou et Madame Irene Soubo qui était en tête à la tête des comités d'organisation. C'est très flattant que nous avons fait 25 ans et ramener l'académie à ce point où ça a l'attention du monde. C'est la stratégie et les techniques que nous avons déplorées, parce que nous ne sommes pas en grand nombre, mais on a su gérer. Techniquement, on a su gérer. Donc, on a gagné une première fois et on est encore revenu faire un doublé. Cette année, on a encore gagné avec beaucoup de techniques. Donc, on n'était pas favoris, mais le niveau était très élevé. Donc, nous avons été très techniques dans le classement. Voilà pour ces quelques réactions recueillies à l'issue de cette cérémonie de fin du 25e anniversaire de Yebok Tennis Academy le 18 février dernier. Alors, docteur Jean Noundou, comment est-ce que vous vous sentez justement après cet événement? Oui, une grande fierté, vraiment une passion, n'est-ce pas, difficilement contenue, de voir ce projet vraiment se transformer sur le terrain. Parce qu'en fait, la légende Yannick Noah ou même le président Oyembok ont parlé de ce projet, mais en fait, je dirais que c'est un projet de fou. Ouais, c'est un projet titanesque, c'est un projet herculien, parce que ce projet-là, c'est le type de projet dont on rêve, mais la concrétisation est difficile, pour ne pas dire impossible. Ce que le président Oyembok a fait à Kake Souza est vraiment incroyable. Oui. C'est-à-dire, c'est un truc à l'échelon humain, n'est-ce pas? C'est-à-dire, aucune étude de faisabilité ne pouvait prévoir
une telle réussite, un tel succès. Donc c'est dit que vraiment quand vous arrivez à Souza, d'ailleurs les gens passent à côté, n'est-ce pas, et ignorent même que se trouve dans la proximité vraiment un joyau. C'est un véritable joyau qu'il faut visiter, qu'il faut voir. Et quand à la fin, n'est-ce pas, de cette cérémonie du mercredi 7 février, le dernier quart, en menant les enfants, la maîtresse nous dit, voilà, nous avons les 73 enfants, c'était pour nous un moment de joie, un moment de fierté incommensurable. Parce que c'était un véritable un défi, n'est-ce pas, surhumain. Vous voyez, mettre 1500 enfants comme ça sur le terrain, c'est là déjà des problèmes logistiques, des problèmes de rassemblement, des problèmes d'encadrement, des problèmes de santé, des problèmes d'hygiène, et vraiment une multitude, n'est-ce pas, de soucis comme ça qu'on ne peut pas voir a priori, mais le moment venu, vous voyez, c'est difficile. Vous avez 15 cours, et sur chaque cours, il y a 100 enfants repartis au moins en 2 catégories, n'est-ce pas, 50 enfants de chaque côté du cours. Et à la fin, il faut que chaque maîtresse ramène ses effectifs sans problème. Vous voyez, le risque de mixité est énorme. Et en plein milieu se trouve le stade de football. Et la photo finale, n'est-ce pas, a été réalisée sur le stade de football. Donc les 1500 enfants, en plus de nos jeunes, de l'académie, des visiteurs, de tout se retrouvent. Donc vous avez environ 2000 personnes. Et il y a 1500 enfants à protéger pour éviter des problèmes, pour éviter quelques accidents. Et tout s'est vraiment bien déroulé. Je ne vais pas parler des problèmes, par exemple, de santé. Il fallait des médecins, des responsables de santé, des kinés sur place, des responsables de sécurité, parce que vous avez 1500 enfants, vous avez des responsables, donc des responsables de sécurité, des responsables de cuisine, parce qu'il y a la collation, il y a des problèmes d'hygiène, il y a énormément de trucs. Et puis dans tout ça, vous avez des personnalités, d'autres personnalités venues des États-Unis, n'est-ce pas? Donc quand on parle de la famille Dupont, c'est, je crois, parmi les 10 plus grosses fortunes du monde, était là, Madame Sherman, la responsable, n'est-ce pas, du conseil d'administration de Haute États-Unis. Il y a également eu cette Sonny, il y a eu cette ex-championne aussi professionnelle qui couvrait ces trucs, et des responsables locaux, je pense à De Polo Zinga. On a évoqué tout à l'heure Madame Esungu, qui était la présidente, n'est-ce pas, du comité d'organisation, et qui, ce jour-là, bon, a été empêchée, mais qui a suivi depuis au moins 3 années. Non, mais je vous dis, c'est un travail d'au moins 3 années. D'au moins 3 années, avec des réunions mensuelles, et puis qui se sont accélérées en réunions hebdomadaires, et à la fin, pratiquement tous les jours, pour que pour que ce soit vraiment le succès que vous avez, qui a été relevé, et tant sur le plan médiatique que sur le plan communicationnel, en fait, sur le terrain, c'est quelque chose d'extraordinaire, et ça nous a fait vraiment chaud au cœur, et je suis presque en larmes à penser vraiment à cette réussite exceptionnelle. J'ai une question pour vous et puis pour Yvan. Alors, pour vous, quel représente l'accompagnement justement du gouverneur? On parlait de personnalité. Et le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Iba Dibois, qui est généralement là dans vos activités. Pour vous, quelle représente cette présence-là, cet accompagnement-là? Bon, la présence du gouverneur, comme celle du préfet d'ailleurs, Diana Dumungo, comme madame le sous-préfet, marque ici l'accompagnement des pouvoirs publics, n'est-ce pas, à ce projet. Bon, vous savez, les pouvoirs publics ont de très très gros moyens, n'est-ce pas, que ce soit sur le plan, je dis même psychologique, savoir que vous avez l'accompagnement de l'État, c'est important. Ça peut rassurer les partenaires, ça rassure les parents, ça rassure les enfants qui sont là. Et puis, bon, on peut aussi déplorer le fait que ce projet n'a pas encore connu vraiment toute, je veux dire, toute sa symbolique sur le terrain. Parce que, par exemple, ces jours-ci, il y a un de nos compatriotes qui a sorti sur les Facebook une des images des sœurs Williams, de Serena Williams en tenue des Lions Indomptables. Il disait, mais voilà, les Lions Indomptables. Bon, il a fallu que je corrige pour dire attention. Le président William Bok a été sparring partner des sœurs Williams dans leur jeunesse. Et c'était sans doute pour rendre hommage, n'est-ce pas, à ce géant, à ce titan, que les sœurs Williams ont porté vraiment cette tenue du Cameroun. Et beaucoup s'interrogeaient à quand une visite des sœurs Williams au Cameroun, parce que dans le projet de OTA, qui est encore en élaboration, il y a les frères Blake,
hein, qui ont été des grands champions il y a une dizaine d'années en double au tennis. Il y a également John McEnroe, qui est un très grand champion. Sa venue au Cameroun est également programmée. On disait, mais les pouvoirs publics, par exemple, peuvent prendre cette organisation-là pour les Sœurs Williams et trouver des sponsors, trouver des trucs qui ne coûteront pas un centime aux contribuables, mais qui contribueront au rayonnement du Cameroun vraiment dans le monde tennistique et dans le monde du sport en général. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur ces points. Encore que récemment, on a vu la championne mondiale junior WTA. Mais oui, Clary Ngungwe, qui est une Camerounaise, n'est-ce pas, qui a visité le centre et a déclaré que le centre vraiment n'avait rien envié au centre qu'on peut trouver en Occident. Je voudrais aussi, parce que vous avez parlé du gouverneur, monsieur le gouverneur aussi s'est transposé ici comme un ambassadeur, n'est-ce pas, de l'économie du Cameroun, en accompagnant ses visiteurs. J'ai parlé de la famille Dupont, faire un peu de tourisme, n'est-ce pas, dans les régions. Et c'est l'occasion également de leur dire, écoutez, le Cameroun, c'est un pays d'accueil qui a beaucoup à faire. Il y a des investissements très porteurs à faire. Et voilà, donc le gouverneur a été dans son rôle de l'ambassadeur de l'économie et du social du Cameroun. Donc, en ce sens-là, sa présence, déjà tout au long de l'organisation, n'est-ce pas, il a veillé à ce que tout soit parfait, parce que en tant que responsable de la sécurité des trucs, s'il y a un accident, s'il y a des problèmes, tout ça, il serait le premier à répondre. Donc il fallait à ce type-là qu'il veille personnellement aux côtés du préfet du Mungo, qui est le régional d'étape, de madame le sous-préfet, vraiment, et également les responsables, n'est-ce pas, de l'éducation, l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation qui a supervisé l'encadrement des 1500 enfants, les différents directeurs d'école, les maîtresses, tout le monde. C'est un projet d'ensemble. Et c'est l'occasion de remettre ici vraiment en exergue, au-delà du président Yembok, le comité d'organisation qu'il a supervisé personnellement. Et c'est vraiment tout cet ensemble de mains, du balayeur, la dame de ménage, la dame qui s'occupe de la cuisine et surtout les encadreurs. Et il faut dire aussi, madame, il y a un côté un peu caché de ce club-là dont je voudrais parler, n'est-ce pas? C'est le côté études. Vous savez, sur 1000 enfants qui vont faire du tennis, il y a peut-être 2 ou 3 qui réussiront. Les 997 autres resteront un peu comme ça sur le carreau. D'où la nécessité, n'est-ce pas, de penser que ferons-nous de ceux qui n'auront pas réussi dans le tennis? C'est pour ça que l'Académie a mis en place vraiment ce côté études. Au départ, en association avec les établissements de Sousa, je pense au collège Saint-Herbert, au lycée de Sousa. Et nos enfants sortis de là d'ailleurs, parfois ont réussi au GC et au bac, vraiment étant dans les meilleurs, n'est-ce pas, du centre. Donc il fallait penser à cela. Et maintenant, le problème s'est posé parce que le centre a engrangé de nombreux vraiment lauriers en Afrique, au Cameroun. Et on a senti quand même qu'il fallait passer à un autre stade. Et l'école étant un obstacle, parce que quand vous allez à l'école à 8h, vous revenez à 17h, entre-temps, il y a des pauses, il y a des creux, durant lesquels vous ne pouvez rien faire. D'où l'idée de concentrer vraiment les enfants au sport, de 5h du matin jusqu'à 8h, 10h, ils font du sport, un peu la pause, puis sport encore, déjeuner, et maintenant, études. Donc, ils font des études maintenant à Sousa, ils peuvent faire des études jusqu'à 20h, jusqu'à 21h, et on a prévu également un programme qui permet de faire des études le samedi, y compris le dimanche. Parce que, par exemple, en ce moment, nous avons une dizaine de jeunes en Afrique du Sud. Bon, d'ailleurs, beaucoup ont joué la semaine dernière les demi-finales. Au niveau mondial, ce n'est pas africain. Il y a des compétiteurs qui viennent d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Donc, ces enfants-là, qui pendant 2 semaines vont faire du tennis plein, vont se retrouver maintenant en déficit scolaire. Tout anticipé. Donc, à partir du mois d'août, on a commencé les études et quand ils rentrent également, il y a un système accéléré qui permet vraiment d'être à jour. Et je voulais dire ici qu'à date, on parle de 25 ans, c'est plus de 25 jeunes qui ont obtenu des bourses d'études, n'est-ce pas, dans des prestigieuses universités américaines. Donc, c'est pour montrer que Oyebok Tennis Academy, c'est sport vraiment plein et c'est vraiment des études pleines. Donc nous nous préoccupons beaucoup de ces jeunes-là qui viennent parfois tôt, 12 ans, 13 ans. Il faut penser vraiment à l'école et suivre vraiment un cursus scolaire normal.
et font les mêmes examens que les autres enfants des lycées et collèges. Voilà, alors, moi, la question que j'avais pour Yvan Kamwa, on a vu au cours de cette cérémonie la légende de Yannick Noah, qui est donc venu. Pour vous, quelle est la symbolique? Qu'est-ce que ça représente, une telle présence pour un événement pareil? Vous savez que le tennis n'est pas le sport le plus couru au Cameroun. Ce n'est pas le sport le plus connu des Camerounais. Dans l'histoire du tennis camerounais, si on enlève Yannick Noah qui a des origines camerounaises, il n'existe pas de Camerounais qui est particulièrement brillant à l'échelle mondiale dans cette discipline-là. Et donc quand vous avez un projet titanesque comme celui-là, j'ai eu la chance au mois de janvier de l'année dernière, quand Yannick Noah était en visite de ce côté-là, d'être dans la caravane. On avait été reçu par le gouverneur après Tessera. Vraiment, j'ai pu toucher du doigt la réalité de ce projet. C'est un projet qui est énorme en termes d'investissement. Sur le fond du site, quand vous partez de l'entrée principale, il y a eu des remblages qui ont été faits à pratiquement 15 à 20 mètres de fossé pour pouvoir rattraper le niveau avec un écran géant qui est prévu être posé, etc. Il nous avait expliqué un peu comment le site devait se présenter au terme. On parle d'une quinzaine de cours de tennis, un stade de football, des restaurants, des dortoirs, etc. Je pense que même en Afrique, je ne suis pas sûr, peut-être au nord de l'Afrique, mais je ne suis pas sûr qu'on trouve des infrastructures tennistiques du niveau de ce que M. Oyebok est en train de faire du côté de Sousa. Et donc, quand vous avez un individu qui est à la tête d'un tel projet, dans un sport qui n'est pas le sport favori, et donc qui naturellement ne va pas drainer l'amour ou l'assentiment des pouvoirs publics, il est important d'avoir une figure marquante comme Yannick Noah qui constitue quelque part une vitrine pour pouvoir attirer des personnes. La preuve, c'est que quand on parle de Yannick Noah, tout le monde dit à Yannick, ça suscite. Les pouvoirs publics peuvent... Et je me rappelle d'ailleurs que lors de cette visite l'année dernière, je ne sais pas si c'était le maire de Sousa ou alors le sous-préfet qui n'était pas au courant que Yannick Noah venait sur le site, et elle avait appelé pendant qu'on y était le promoteur du site pour dire tiens, tu as amené Yannick sur le site, moi je ne suis pas au courant, s'il y a quelque chose qui se passe là-bas, je ne suis pas responsable. C'est pour vous dire ce qu'il représente en termes d'image, et avoir quelqu'un comme ça qui mondialement, on ne va pas rappeler ce qu'est Yannick Noah au niveau mondial, ça peut permettre. Quand on voit toutes ces personnes qui viennent aujourd'hui, les sœurs Williams, si vous leur dites venez au Cameroun, elles ne connaissent pas beaucoup le Cameroun s'agissant du tennis. Elles peuvent être réticentes, mais si on vous dit il y a Yannick Noah qui s'en va discuter avec elle, tout de suite ça fait un élément de conviction en plus. Les John McEnroe qui sont un peu plus de la génération de Yannick Noah que la plupart de notre génération ne connaissent pas. Avoir une figure marquante comme Yannick Noah, c'est un produit marketing pour ce projet-là qui puisse lui permettre de prospérer parce que c'est quand même en termes de finances énormément de choses qui ont été consenties et cela a été possible parce que derrière il y a une vraie vision et je pense que greffer l'image de Yannick Noah à un tel projet va permettre justement d'implanter suffisamment la vision et ça s'appelle le coup de boost qui permettra au pouvoir public de comprendre que tiens, il n'y a pas que le foot, à côté il y a des individus dans d'autres sports qui sont porteurs de très bons projets, mais qui ont juste besoin de visibilité, d'accompagnement, et ça peut être le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Et vous avez l'impression peut-être que on a d'un côté Joseph Oyebok, ancien joueur de tennis, on a aussi là Yannick Noah. Est-ce que vous pensez que la présence de ces deux peuvent quand même suffire à booster véritablement le tennis, le développement du tennis au Cameroun sur le long terme? Oui, bien sûr. Quand vous avez 1500 enfants qui sont réunis dans un camp comme ça pendant une semaine, que vous le voulez ou non, au sorti d'une semaine d'activité, il y a forcément des vocations qui sont créées. Il y a des enfants qui ne savaient pas ce que c'est que le tennis jusqu'à être allés du côté d'Oyebok Tennis Academy. Et quand vous voyez la beauté de l'infrastructure, vous voyez qu'il y a plusieurs centaines d'enfants comme vous qui s'adonnent à la discipline, ça peut susciter des vocations. Et l'autre élément, rendez-vous compte que c'est depuis 3-4 ans qu'on parle beaucoup de ce projet, alors qu'il existe depuis 25 ans. Oui. Ce n'est pas anodin. Yannick Noah l'a dit dans l'élément qu'on a écouté tout à l'heure, ça fait 3 ans qu'ils cheminent ensemble. C'est pour vous dire qu'en termes d'image, en termes de portée, c'est déjà en train d'avoir ses fruits, le fait d'associer Yannick Noah à ce projet-là. Et je pense que ça va susciter davantage des vocations. Aujourd'hui, moi, je pense qu'au-delà du foot et du basket, si j'ai un enfant aujourd'hui qui veut s'adonner au tennis, je vais l'accompagner volontiers parce que je sais qu'il y a des infrastructures comme ceux-là qui sont capables, comme celles-là qui sont capables de porter son rêve. Et Jérôme Bango et Yannick Noah qui parlaient justement de l'apport du corps sportif aussi. Oui, ça ne vous a pas échappé. Il a dit déjà qu'il avait un contrat à vie avec le corps sportif et il faut dire sa présence à ce projet
accompagnateur de Joseph, parce qu'il faut déjà dire, lui, c'est un sacrifié. Il a accepté de faire ça pour le Cameroun. Alors, on l'a vu démarrer ici à Douala, quand il a décidé de revenir au Cameroun, un tout petit peu, un peu, et aujourd'hui, c'est autre chose. Oui, vous savez, Douala étant déjà cette ville un tout petit peu plus saturée, hein, il n'y a pas d'espace. Il n'y a plus d'espace pour les infrastructures à Douala parce que on sait ce que c'est que l'immobilier et tout ça. C'est éloigné. Hein, voilà, donc de ce côté-là, étant accompagné par Yannick Noah, Yvan l'a bien souligné, Yannick Noah, c'est celui-là qu'on a pu à démontrer, c'est une icône mondiale. Donc, sachant que lorsqu'on parle tennis, on voit rapidement Yannick Noah et les parents ont la certitude hein, que voilà, les enfants qui arrivent doivent au moins capter quelque chose et puis projeter le futur. Moi, je dis tout simplement que, vous savez, les grandes structures, la plupart des temps, sont associées sport-études. Parce que lorsqu'on va dans le sport-études, on va à 80-90% de réussite parce que le docteur vient de le souligner, lorsque ceux-là qui n'auront pas réussi sur le plan sportif, qu'adviendront-ils demain? Donc, il faudra dire que ayant tout simplement, je vais dire, à suivre l'éducation déjà qui respecte les normes au Cameroun, ces enfants-là, et ça pourra susciter quelque chose de profond demain. Vous savez, lorsqu'on a grandi au terroir, lorsqu'on a eu les prérequis à la base, et lorsqu'on a grandi au niveau du Cameroun avec un certain nombre d'éléments, on va avec l'intention de revenir faire quelque chose pour la nation demain. Donc, à cela, vraiment, il faudra tirer un coup de chapeau lorsqu'on sait que le tennis n'attire pas grand monde. Ben voilà, 1500 jeunes pour la 25e édition. Je crois que c'est super. Et il a très bien fait. On sait que derrière Yannick Noah, on peut adouber Batum, on peut adouber le jeune Noah, on peut adouber d'autres Camerounais de ce côté-là. Pourquoi pas, pour venir tout simplement de temps en temps apporter de l'effervescence au niveau de Kaké. Et puis tout simplement distraire un tout petit peu les Camerounais dans ce sens. Parce qu'il a été intelligent, Joseph, tout simplement dit que dans ces infrastructures, il n'a pas oublié le carré football. Donc je veux dire ce rectangle-là. Voilà, donc il faudra dire, il a pensé un tout petit peu, parce que vous savez que la majeure partie des Camerounais sont beaucoup plus attachés au football qu'à d'autres disciplines. Donc voilà, c'est un projet qu'on sait que tout doucement, il faudra dire, être patient 25 ans plus tard, il faut dire que c'est un monsieur qui a pris tout son temps, qui a risqué, qui a été patient et qui aujourd'hui fait venir Serena ou alors d'autres stars du tennis mondial, on peut que le dire merci. Alors, docteur Nundou, j'ai deux questions pour vous. Dans ces différentes interventions, Joseph Oyebok, il insiste, il disait il n'est pas question de s'occuper uniquement comment est-ce que le tennis va se jouer sur le plan national, mais de pouvoir permettre à ce que nos joueurs de tennis puissent intégrer les classements internationaux. Ça, il a toujours insisté sur ce point. C'est très important. Vous savez, le tennis est un sport aristocratique, un sport bourgeois, il faut le reconnaître. Parce que vous voyez, il y a 3 semaines, 1 mois, nous étions en plein préparatif de la clinique. Quand le problème s'est posé, il fallait envoyer une dizaine de joueurs au Togo. Et vous savez, une dizaine de joueurs au Togo, malgré la proximité géographique, un billet d'avion, c'est près de 800 000 francs pour aller ici au Togo. Et 2 semaines après, les enfants devaient embrayer en Afrique du Sud, où ils se trouvent encore aujourd'hui. Vous voyez, au-delà des frais d'hôtel, des trucs. Donc, c'est un sport vraiment très, très bourgeois. Grâce, n'est-ce pas, à la perspicacité de cet homme, avec les aides de ses amis américains, les roturiers, si vous voulez, veulent donc maintenant intégrer ce sport-là et devenir vraiment des vedettes. Si je pense l'année dernière, Stéphanie Formi, qui est partie aux États-Unis après avoir gagné le championnat du Cameroun, est une fille de famille très modeste. Et on a des tas de cas comme ça. Je voudrais souligner une chose là, avec votre permission, madame. À l'occasion de ce 25e anniversaire également, un hommage a été rendu aux grands champions du Cameroun, qui ne sont plus. Je pense à Goué, Onguené, Paul Kemajou. Donc, ce qui fait que sur les 25 cours, sur les 15 cours, vous verrez, les cours ont été dédiés
n'est-ce pas, au-delà du jardin. Le grand jardin, c'est le jardin Yannick Noah, mais les cours, Onguené, et puis tous les grands champions du passé. Vous voyez donc, Oyebok, le président Oyebok, une vision extraordinaire de penser vraiment à ceux-là qui l'ont précédé. Et vraiment, c'est un travail, je vous dis, titanesque. Parce qu'en ce moment, 10 enfants comme ça en Afrique du Sud, c'est vraiment une charge très, 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 très lourde. Une charge vraiment très, très pesante. Et il peut le faire. Et c'est en ce sens que mes deux prédécesseurs, n'est-ce pas, sur la question, ont évoqué vraiment l'apport d'une personnalité de premier plan comme Yannick Noah et l'apport des personnalités comme le gouverneur. Avec votre permission, je voudrais citer des personnalités ici, n'est-ce pas, que le président Oyebok, c'est le président Nyodok, n'est-ce pas, Péria Nyodok, qui est vraiment, qui l'appelle papa, qui est vraiment la première personne qui a intégré cette vision, qui l'a vraiment boosté. Et aujourd'hui, il parle aussi beaucoup du président Zengue, n'est-ce pas? Je ne veux pas citer la compagnie, parce que vous avez dit, on ne parle pas de publicité ici. Je veux dire le président de Sawalan, Tennis Sawalan, qui vraiment est aujourd'hui le sponsor majeur. Bon, c'est monsieur qui a parlé tout à l'heure du corps sportif et puis surtout vraiment de ses amis des États-Unis qui soutiennent vraiment à bras le corps ce projet social. Il faut dire c'est un projet social. Donc tous ces enfants qui sont encadrés, aujourd'hui nous avons une quarantaine d'enfants, n'est-ce pas, qui vivent là-bas à plein temps et environ 40 personnes pour les encadrer. Vous voyez, du vigile à la femme de ménage, au kiné, à l'infirmier. Oui, c'est toute une organisation et ça, vraiment, ça demande énormément de travail et un encadrement vraiment de tous les jours. Il y a au moins 10 encadreurs, rien que pour le tennis. Oui, un peu, il y a des entraîneurs, des trucs. Et puis, c'est également, au-delà du sport, c'est un creuset de l'unité nationale. Vous irez à Oyebok, vous allez voir francophones et anglophones. Vous allez voir les gens du nord-ouest, du nord, du sud-ouest. Donc, c'est un véritable brassage. Et en ce sens-là, c'est un vrai patriote. Vous voyez un peu qui pouvait faire sa carrière aux États-Unis. C'était un entraîneur vraiment de tennis de très bonne réputation dans New York. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart de ses amis qui l'accompagnent ont tenu d'abord à rendre hommage vraiment à la perspicacité, aux techniciens, aux généreux coach donateur qu'il a été. Et donc, c'est un creuset vraiment de trucs. Vous retrouvez des Camerounais aujourd'hui de toutes les origines. J'ai dit que 90% sont des gens d'origine modeste, venus de l'Est, de l'Ouest, du Sud-Ouest, du Nord-Ouest, du Nord, du Centre, du Sud. Donc, c'est vraiment tout le Cameroun. Et de temps en temps, d'ailleurs, le Oyebok Ota organise des tournées, n'est-ce pas, dans d'autres régions, à l'occasion des filets. Des balles sont offertes aux différents clubs pour susciter vraiment ce tennis-là et surtout intégrer des jeunes qui n'auraient pas autrement les moyens de dire. C'est pas que le football. Vous savez, football, il y en a qui jouent nu pied, qui jouent avec une paire de baskets, des trucs, tout ça. Au tennis, rien qu'une raquette, c'est truc, une balle, un filet, c'est énorme. Donc voilà un peu vraiment. C'est un projet social, c'est un projet éducatif. Et comme je dis, c'est un projet de fou. Et il faut rendre hommage, vraiment, on ne rendra jamais assez hommage à ce visionnaire, n'est-ce pas, qui avait toute sa vie tracée, n'est-ce pas, sur un sillon d'or aux États-Unis, qui acceptait de venir vraiment se mouiller, sacrifier un peu sa famille, n'est-ce pas, Madame Oyebok, qui ces jours-ci est là, mais qui le plus souvent vit aux États-Unis, ses enfants également qui sont aux États-Unis, mais qui pour le moment sont venus supporter leur père. Et vraiment, c'est extraordinaire de voir cette vision-là, comment on peut transcender, vraiment soulever des montagnes avec la seule volonté. Et vraiment, nous ne rendrons jamais assez hommage à cette personnalité, à ce monsieur vraiment qui a tout sacrifié pour son pays. C'est un grand patriote. Et il faudrait que le Cameroun en ait beaucoup comme ça dans d'autres secteurs pour que ce pays vraiment redevienne le Cameroun, dont nous parlions tout à l'heure en football et puis même en d'autres disciplines. Et en dehors de Yannick Noah, il n'y a pas de Yannick Noah sur le continent. Et c'est un peu son rêve, c'est de sortir voire deux Yannick Noah dans les années à venir. Et vraiment l'espoir est permis, n'est-ce pas? Nous avons de très bons jeunes là qui sont en train de monter au niveau mondial, qui ont gagné déjà beaucoup de points ATP et qui vraiment donnent beaucoup d'espoir. Il faut
juste les accompagner. Et cet accompagnement-là, vraiment, c'est le plus difficile, mais on y parviendra. Alors, en 25 ans, docteur Nondou, quels sont peut-être les acquis? Bon, les acquis, c'est ce terrain de 6 hectares, n'est-ce pas? Parce que Oyebok Tennis Academy commence à Bonabéry, la case familiale, qu'il a essayé de refaire un peu en construisant un mur où tous les enfants de la zone, n'est-ce pas, les après-midi jusqu'à aujourd'hui. Yannick d'ailleurs a insisté. Hein, si vous voyez les images, il est passé par là parce que vraiment c'est un spectacle qui a beaucoup ému. Vous voyez Yannick porter un petit enfant, un enfant de 2 ans, 3 ans, avec sa raquette. Donc ça a commencé par là. Et avec l'aide, n'est-ce pas, de ses amis aux États-Unis, il a acquis ce terrain de 6 hectares à Souza, Kaké, c'est entre les deux. Et au début, les infrastructures, ça a commencé un cours, puis 2. Aujourd'hui, vous voyez 15 cours qui sont déjà réalisés, dont des cours en terre battue, des surfaces rapides, exactement le type de cours, et un cours en gazon, hein, pour imiter Wimbledon, qui est en projet. Il y a également une piscine olympique qui est en projet. D'ailleurs, les travaux ont commencé. Vous avez parlé de terrain de football, il y a un terrain de basket, un terrain multisport, basket, volley, et puis des trucs ping-pong et beaucoup d'autres trucs. Donc voilà les 25 ans. Et donc j'ai parlé de nombreux enfants qui ont passé le GCE, le baccalauréat, qui ont terminé aujourd'hui à l'université, et plus de 25 bourses des études aux États-Unis dans de prestigieuses universités, parce que souvent, pour leur recrutement, ils aiment bien des jeunes, n'est-ce pas, des jeunes sportifs qui ont des points ATP, tout ça, qui vont venir défendre les couleurs de l'université dans le sport, parallèlement aux études. Donc, et puis j'ai parlé également de ce brassage. C'est un exemple, parce que retrouvez ce milieu-là où vous retrouvez des enfants, des agriculteurs, des commerçants, vous trouvez le petit peuple aux côtés de quelques enfants, de technocrates. Et je vous ai dit 40 personnes qui travaillent. Et ces 40 personnes-là sont issues de nos 10 régions, hommes et femmes. Et comme également à l'académie, on y trouve des hommes et des jeunes garçons, des jeunes filles, vraiment vivent dans une parfaite symbiose. Bien sûr, un peu séparés, internat, garçon, un suivant d'internat, des trucs. Et avec une discipline vraiment une discipline militaire, hein, des enfants. C'est un truc, ça fait longtemps que je fréquente l'académie. Je n'ai jamais vu un seul mégot de cigarette. D'accord. Pour dire que vraiment, l'académie, ces enfants sont vraiment sous bonne surveillance et vraiment, c'est là la réussite. Les 25 ans, on peut donc parler de ces réussites scolaires et puis surtout de beaucoup de réussites sportives. Et vous avez vu Claire Gongwe, la récente championne junior de Wimbledon, venir. Elle a passé du temps là-bas à s'entraîner. Si des personnalités comme Yannick Noah quittent la France ou Yaoundé pour venir à Souza, le gouverneur, monsieur le préfet, des trucs. Donc, c'est vraiment une réussite sportive et surtout une réussite sociale. Alors, peut-être la dernière question avant de refermer cette partie et passer au débat, docteur. Maintenant qu'il y a eu cette apothéose par rapport au 25e anniversaire d'OTA, c'est quoi la suite, le prochain challenge? Oui, la suite maintenant, c'est vraiment le développement. Vous voyez un peu là, on a dit tantôt qu'on aimerait avoir 1, voire 2, 3 Yannick dans les années à venir. Donc il y a ce projet-là, le projet sportif, il y a le projet éducatif, poursuivre, n'est-ce pas, la construction pour que dans les années à venir, de la première, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'au cycle, fin du cycle primaire, et ensuite maintenant de la 6e ou Form 1 jusqu'à Form 6 terminale, que les études se fassent sur place pour nous permettre de cantonner les enfants, de les avoir sur place. Ça fait qu'il y a de la discipline parce qu'avant, les enfants allaient à Souza, parfois, pendant les heures de récréation, on pouvait les retrouver, n'est-ce pas, en train de se balader en ville, alors que à Ota, vraiment, c'est une bonne garde, c'est sous bonne garde. Et les parents font surtout confiance à ce côté vraiment discipline. Oui, voyez un peu. d'accord. Et puis aussi, les constructions dont sont en projet, M. Kanwa, tout à l'heure vous a dit, hein, c'est vraiment un joyau qui est en train de sortir sous terre, mais il y a encore énormément à faire. L'internat est en construction et on peut regretter
la timidité, n'est-ce pas, de nos sponsors locaux, des entreprises locales, dans le cadre de leur responsabilité sociétale d'entreprise. On a une bonne occasion vraiment de se voir, de se faire voir et de contribuer vraiment à un projet social de très grande envergure avec une visibilité nationale et internationale vraiment marquée. Quand vous avez des personnalités comme Yannick Noah, quand vous avez des personnalités comme les Sherman, comme le Dupont, qui partent des États-Unis pour venir voir OTA, je pense que c'est quelque chose. Et je peux enfin vous dire que cette manifestation, n'est-ce pas, du 25e anniversaire a été suivie par une équipe de la télévision française, n'est-ce pas, qui a accompagné Yannick et qui va relayer vraiment partout dans le monde, n'est-ce pas, ces images magnifiques, n'est-ce pas, que nous avons eu l'occasion de partager. Tout à fait. J'ai failli oublier, sur le plan sportif quand même, docteur Nondou, qu'est-ce que vous pensez du niveau de notre tennis de manière globale? Ah non, le Cameroun maintenant est en train vraiment de jouer les premiers plans. Vous voyez, l'année dernière, à Yaoundé, nous avons eu la jeune... Gimbis, Serena Gimbis, n'est-ce pas, qui a remporté le tournoi. Il y a quelques mois en Tunisie, c'était Stéphanie. Nous avons Chanel Fozo, n'est-ce pas, qui a remporté dernièrement au Ghana. Et donc, et pas des tournois au niveau africain, c'est des tournois vraiment au niveau mondial. Nous avons le champion junior de France, du Canada, des États-Unis, des trucs dont sont directement confrontés vraiment à leur père, hein, n'est-ce pas, les meilleurs du monde. Donc, vous voyez, donc, sur le plan sportif, vraiment, il y a là un grand encouragement. Le Cameroun est en train de rouler maintenant dans le peloton de tête mondiale. Et ce qu'il faudrait, c'est que ces jeunes-là, qu'il n'y ait pas de déperdition. Ces jeunes-là qui, à 14, 15 ans, 16 ans aujourd'hui, sont champions, doivent poursuivre. Vous savez, il faut énormément de moyens. Parce qu'il faut parcourir, aller en Afrique du Sud, aller en Nouvelle-Zélande, participer à des tournois au Canada, aux États-Unis. Et ces champions-là ne voyagent pas en seconde classe, hein, parce que les gens doivent être... Et puis, il y a l'encadrement de tout ça. Et vraiment, ce sont ces moyens-là qui risquent vraiment... casser cette dynamique, sinon pour le moment vraiment Oyebok a mis le Cameroun vraiment au devant de la scène. Nous sommes dans le peloton de tête. Dans tout ça. Bon, la fédération connaît tellement de difficultés. Vous savez, tout à l'heure on a parlé des pouvoirs publics. La fédération, le ministre, je crois, il y a 1 mois, 2 mois, on a remis en place un comité provisoire qui ne peut rien. Et c'est plutôt le président Oyebok qui prend en charge même d'autres joueurs, d'autres champions du pays et même certains encadreurs, n'est-ce pas, nationaux que la fédération ne peut malheureusement pas prendre. Il faut dire ici que Oyebok Tennis Academy encadre au-delà de ces jeunes. Hein, partout quand un champion est détecté, que ce soit Bafsa, Magaroua, et tout ça, il est invité à venir passer du temps parce que le projet c'est pour le Cameroun, hein, c'est pour le Cameroun et les Camerounais. Donc, et dernièrement, d'ailleurs, on a eu l'honneur de recevoir une équipe venue de Guinée équatoriale qui a passé, je crois, 2-3 semaines et pour des entraînements au centre. Donc, il y a cette vocation nationale, mais cette vocation aussi internationale vraiment de OTA. Et donc, le défi aujourd'hui d'OTA, c'est de poursuivre vraiment, c'est d'encadrer ces enfants-là et éviter vraiment des déperditions. Mais cela nécessite de plus en plus de moyens que le président Oyebok, à lui tout seul, et même y compris ses amis aux États-Unis, ne peuvent pas. Et vraiment, c'est l'occasion d'inviter nos structures locales, les banques, les brasseurs, toutes ces structures qui font de l'eau. Par exemple, Carquet Souza, lors des tournois, on va acheter des bananes en ville, des tutos sur les marchés, alors que nous avons des entreprises qui produisent la banane, les bouteilles d'eau, des trucs, tout ça, on va acheter. Alors que nous avons beaucoup d'entreprises, on a besoin du lait, des trucs, tout ça, du chocolat pour les compétiteurs. Vous voyez, donc vraiment la panoplie est très large. Hein, on a besoin de financement. Je voudrais ici rendre hommage à ce groupe, à ce transporteur qui a fait vraiment, qui a accompagné le projet dernièrement en mettant à disposition du club 10 gros porteurs. Parce que 1500 enfants que vous devez porter de Souza, il y a 5 km, vous savez, le centre est un peu excentré, il y a 5 km qui a mis 10 gros porteurs pour transporter les enfants et puis les ramener, n'est-ce pas, dans leur école pour que les parents viennent les récupérer. Donc il y a énormément des attentes sur le plan de la responsabilité sociétale de nos entreprises, de nos dirigeants, de nos leaders, de notre fédération, j'allais dire même des pouvoirs publics, n'est-ce pas, pour l'accompagnement, faire en sorte que vraiment
cet espoir soit concrétisé et que ces jeunes-là vraiment deviennent des Yannick Noah. Demain, que le Cameroun vraiment respecte vraiment sa place de leader qu'elle occupe en ce moment dans toute la sous-région, voire dans toute la région Afrique et même dans le monde. D'accord, merci beaucoup docteur pour toutes ces précisions par rapport au fonctionnement de l'Hip Hop Tennis Academy, les différents challenges surmontés à 25 ans, ce qui reste encore à faire pour la suite. On va évidemment rentrer dans la seconde partie, après ça rentrer dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat avec deux sujets majeurs, le Comité national olympique et sportif du Cameroun qui suspend dans les présidents de la Fédération camerounaise de Nambudo et celui de la FECA Volley dont Serge Abouem, et aussi on parlera des tractations en cours à la FEDECA Basket. Mais avant, par rapport au comité olympique, il faut peut-être rappeler ces décisions du conseil d'administration du comité olympique relatives aux affaires traitées par le comité d'éthique du CNOSC au cours de sa session de septembre 2023. Le conseil d'administration qui s'est réuni dans la session ordinaire le 8 février 2024 à Yaoundé après avoir examiné le rapport du comité d'éthique du comité national olympique et sportif du Cameroun. Au terme de sa session de septembre 2023, donc pris un ensemble de décisions. Premièrement, dans l'affaire concernant Mme Ntchenkam, épouse d'Ifo Justine, dans son rapport, le comité d'éthique a présenté des faits, mais n'a pas pu établir la culpabilité de Mme Ntchenkam, épouse d'Ifo Justine, au bénéfice du doute. Décision dont numéro 1. Le conseil d'administration, après avoir pris connaissance du rapport du comité d'éthique relatant les faits reprochés à l'intéressé et les différents témoignages des personnes auditionnées, a reconnu à l'unanimité de ses membres Mme Difo Justine coupable de manquement aux principes éthiques, donc intégrité morale, entre parenthèses, c'est précisé. Décision numéro 2, à l'issue du vote qui s'en est suivi, les membres du conseil d'administration du comité olympique ont décidé par 10 voix contre 6 de la suspension de Mme Difo Justine de toute activité du mouvement olympique et sportif à compter du 8 février 2024 jusqu'à la fin de la 35e Olympiade. Et puis, il est précisé que le conseil d'administration du comité olympique se réserve dans le droit de se réunir en session extraordinaire pour décider du cas de toutes les personnes citées dans cette affaire pour complicité. Alors, le deuxième point, cela concerne l'affaire monsieur Abouem Serge Julien. Et dans le cadre des délibérations sur cette affaire, le conseil d'administration du comité olympique dit avoir invité M. Timba Majoré, lui, et Bello Bourdane, membre statutaire de cette instance, mais partie prenante aux procédures engagées par le comité d'éthique au cours de sa session relative, de bien vouloir se retirer de la salle, ce qui a donc été fait. Il est donc précisé dans ce document que dans son rapport, le comité d'éthique a reconnu la culpabilité de M. Abouem pour un manquement aux principes éthiques et a proposé à son encontre un blâme et une suspension de 12 mois de toute activité liée à la Fédération camerounaise de volleyball. Le conseil d'administration, après avoir pris connaissance du rapport du comité d'éthique relatant les faits reprochés à l'intéressé et les différents témoignages des personnes auditionnées, a reconnu à l'unanimité de ses membres M. Serge Abouem coupable de manquement grave aux principes éthiques. Et la décision numéro 5 précise que les membres du conseil d'administration ont ainsi décidé à l'unanimité de la suspension de M. Abouem Serge de toute activité du mouvement olympique et sportif à compter du 8 février 2024 jusqu'à la fin de la 35e Olympiade également. Voilà un peu ces décisions prises le 8 février 2024. Yvan Kamwa, à lire un peu ces décisions, quelle est la première grille de lecture que vous avez eue? La première chose qui me vient à l'idée, c'est de me poser la question de savoir en quelle qualité ceux qui ont prononcé ces décisions les ont prononcées. Parce qu'il me souvient quand même que le processus électoral à la FECA Volley, le dernier processus électoral, avait été entaché de nombreuses irrégularités. Lesquelles irrégularités avaient d'ailleurs été attaquées, avaient permis à l'équipe perdante, c'est-à-dire qui a mené par Serge Abouem à l'époque d'attaquer ce processus électoral.
il y avait des tractations qui étaient en cours. D'un côté, on parlait de malversation du camp qui est actuellement en charge de la fédération, entre guillemets, amené par Bello Boudane, que les autres accusaient d'être en complicité avec certains cadres du ministère pour pouvoir justement valider le passage en force lié justement au processus électoral dont les irrégularités avaient été relevées et constatées par plus d'une personne. Et donc dans ce contexte-là, on s'attendait à ce que le ministère des Sports, dans une certaine collégialité avec le Comité national olympique et sportif ou alors la Confédération africaine de volleyball, installe un comité provisoire de gestion à la FECA Volley, parce que ça allait de soi qu'il y avait eu tellement d'entorses au processus électoral que l'invalidation de ce processus allait de soi, et que donc les personnes qui jusque-là répondaient au nom de la FECA Volley ne devraient pas être ceux qui répondent au nom de la FECA Volley, parce que ne bénéficiant pas de la légitimité et de la légalité que devrait leur conférer justement un processus électoral normal. Et donc dans ce contexte-là, après quand on vient prononcer de telles décisions, je me demande en quelle qualité et que valent les décisions prises par cette personne-là. Pour moi, pas grand-chose, et à mon sens, ça ne va que davantage. D'un côté, quand même, le comité d'éthique du comité olympique, et là, c'est le conseil d'administration du comité national olympique et sportif du Cameroun. C'est pas quand même un organe à négliger. Oui, je ne suis pas en train de dire que c'est un organe à négliger, mais la question ici qui convient de se poser, c'est de savoir si ces différents organes-là jouent franc jeu. Parce que ces mêmes organes-là, depuis qu'il y a l'imbroglio au sein de la fédération, on s'attendait à ce qu'ils prennent justement leurs responsabilités et qu'ils tirent au propre un certain nombre de griefs auxquels était en proie la fédération. Mais jusqu'ici, ça n'a pas été fait. Mais ce sont plutôt, on ne peut-être pas refaire l'histoire, mais on connaît un peu ce qui s'est passé, les accointances entre certaines personnes du comité olympique et le camp Bello Boudane. C'est allé d'ailleurs jusqu'à la Confédération africaine de volleyball. Même au niveau du ministère, il y avait certaines personnes au niveau du ministère qui n'avaient pas forcément joué franc jeu. C'est pourquoi je pense qu'aller dans cette logique-là, de vouloir à tout prix couper les têtes et de montrer que d'un côté, il y a des anges et de l'autre côté, des démons, ça ne va pas forcément servir le retour de la stabilité au sein de la fédération. Là, on parle de la FECA Volley, mais il y a tellement de fédérations aujourd'hui au Cameroun qui sont en proie à ce type de problème. Lorsqu'on parlera de la FECA Foot, ce sera pratiquement les mêmes choses. Lorsqu'on parlera de la boxe, ce sera pratiquement les mêmes choses. Tout à l'heure, on parlera peut-être de la fédération de Namoudo, c'est pratiquement la même situation. Et donc, s'il y a autant de fédérations au Cameroun qui cristallisent des tensions, qui cristallisent, qui sont en proie à des crises de même ordre pratiquement, ça veut dire que quelque part, il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme ça devait être fonctionné. Donc moi, je pense qu'au lieu de chercher à tout prix à couper les têtes, parce que là, oui, et moi, j'ai discuté avec certaines personnes qui sont du bord à Bohème, qui vous disent clairement que là, c'est un règlement de compte, parce qu'au sein du comité olympique, le camp Bello Boudane a ses affidés et qu'eux, ils sont en train de servir justement par ces sanctions-là les intérêts du camp Bello Boudane. Or, tant qu'on continuera à parler de camp dans une histoire où il convient de parler de fédération tout court, à mon avis, cela veut clairement dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et malheureusement, le comité olympique, qui est garant un peu de tous les sports qui se pratiquent sur le territoire national, entretient un peu cela, alors qu'à mon avis, il détient tous les éléments qui puissent permettre de siffler la fin de la récréation. Peut-être avant la réaction de Jérôme Bango, qui est quand même juriste de formation sur ce plateau. Je voudrais avoir votre lecture aussi, le docteur Jean Nundou, quand on parle de principes éthiques. Concernant par exemple le cas de Justine Ndifo, qui avait été récemment élue à la tête de la Fédération camerounaise de Nambudo, le conseil d'administration, on parle d'intégrité morale. Pour vous, quand vous avez ce thème, ça peut renvoyer à quoi? Je crois que je vais me mettre dans le sillage, n'est-ce pas, de M. Kanwa, qui, dans un plaidoyer vraiment d'une pertinence remarquable, a fait allusion au climat général, n'est-ce pas, de corruption dans lequel nous sommes englués. Ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe dans le sport
c'est la même chose qui se passe un peu dans tout le pays. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous allez dans l'éducation, à l'université, vous allez dans la santé, on a parlé de la justice, on a parlé du commerce, des trucs, les voies les plus autorisées. Je parle ici, je prends ici en témoin le chef de l'État qui a parlé de la corruption. Ouais, un peu. Ça veut dire qu'en fait, l'éthique a foutu le camp dans notre univers. Et vraiment, il faudrait un grand coup de balai pour remettre les choses vraiment à flot. Vous parliez tout à l'heure du football. Le football, c'était vraiment le joyau pour notre pays. Aujourd'hui, il ne se passe pas 2 jours sans qu'on critique tel ou tel choix, telle ou telle option, et puis le plus souvent dicté par des considérations subjectives. Oui, un peu. Et ça, c'est vraiment regrettable. Ce problème, c'est un problème global. Vous voyez, avant, je m'intéressais un peu au sport. Vous parliez tout à l'heure du Nambudo. Pendant longtemps, c'était un de mes amis, Edouard Chokessi, qui était président de cette fédération. Puis à l'époque, des problèmes, tout ça, on a discuté plus d'une fois. Donc beaucoup, c'est-à-dire les gens ne servent pas l'intérêt du sport, mais les intérêts égoïstes. C'est pour cela, c'est ça qui met en exergue un projet comme celui du président Oyebok, parce qu'il sort les sous de sa poche pour envoyer des enfants en Afrique du Sud, pour faire ceci, cela. Mais allez voir un peu au football, allez voir au basket, en volley, ou des trucs. Mais tout le reste, vraiment, ce sont les gens qui sont là, souvent dictés par un seul souci, c'est la pérennisation au pouvoir et puis des intérêts égoïstes. Mais le sport vraiment est relégué au second plan. Le Cameroun est un grand pays sportif dans tous les domaines. J'ai eu la chance de voyager un peu partout en Afrique, dans la sous-région, tout ça. Le Cameroun était réputé vraiment de très bons sports, de très bons sportifs. Joseph Bessala, pour ceux qui peuvent renvoyer en 1968, était l'un des premiers Africains à gagner une médaille d'argent, n'est-ce pas, aux Jeux Olympiques. On a vu dernièrement Ganou. Il y a beaucoup de cas comme ça. Malheureusement, la corruption et le ministère est devenu vraiment un peu passif à cause de la nouvelle réglementation, n'est-ce pas, des activités sportives qui donne plutôt une compétence très élevée aux fédérations. Donc du coup, le ministère qui assurait la tutelle joue maintenant un rôle vraiment très passif de spectateur et le sport est en train de descendre et le Cameroun qui hier a été vraiment roi dans beaucoup de domaines a perdu de sa superbe sur le coup de la corruption, du favoritisme, des subjectivismes. Donc ce qui arrive dans ces trucs de Feka Volley et Nambudo, on pourrait l'étendre au football, en basket, au cyclisme. C'est tous les jours, n'est-ce pas, qu'on dénonce vraiment la corruption, la vénalité. Et malheureusement, rien n'est fait vraiment pour mettre fin à cette pente, vraiment, à cette pente abrupte dans laquelle nous sommes un peu attachés et qui va conduire le sport camerounais vraiment dans l'abîme. Alors, le Comité national olympique et sportif du Cameroun qui parle de manquements graves, Jérôme Bango, manquements graves au principe éthique concernant Justine Ndifo et Serge Abouem de la Feka Volley. Docteur Nundou faisait bien remarquer que l'éthique avait foutu le camp. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, à voir cette sortie, cette décision du conseil d'administration après ces affaires traitées par le comité d'éthique du Comité national olympique et sportif du Cameroun, le CNO, disons, remet l'église au centre du village, d'après vous? Qu'est-ce qu'il faut encore dire là, Didi? Il faut tout simplement rappeler que j'ai un tout petit peu de connaissances plus au niveau du football. Parce que lorsque la FIFA parle du comité d'éthique, on parle de l'article 56 dans son alinéa 8, et qui donne l'obligation au président des fédérations un certain nombre de respect vis-à-vis de l'instance supérieure, c'est-à-dire des confédérations ou alors de la FIFA, ou alors d'autres organes que dispose les fédérations de volley ou encore de la FECA Nambudo. Donc je dis, à ce titre-là, vous savez, après, au sortir des élections au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball, déjà, Serge Abouem n'avait pas eu satisfaction et avait dit que l'élection était entachée de beaucoup d'irrégularités, d'où il n'avait pas, je vais dire, convenance ou le non-respect des résultats de la partie adverse.
Donc, d'où cet imbroglio, d'où cette discussion. Et puis, le comité national olympique, quel est son rôle? C'est tout simplement d'apaiser et puis d'amener certains, je veux dire, lorsqu'il y a discussion au niveau des instances, c'est-à-dire au niveau des fédérations, une entente. Une entente, parce qu'il faut dire, au sein du comité national olympique, il y a des briots. Juristes bien tapés au niveau du sport et autre chose. Donc il faut dire tout simplement que voilà, on n'aimerait pas que ce qui s'est passé au niveau de la Fédération camerounaise de football, des tiraillements, se répercutent aux autres fédérations. C'est déjà le cas. Hein? On a eu deux fécavolés au sortir du dernier processus de renouvellement des organes dirigeants des fédérations. Jusqu'à l'organisation de la Coupe d'Afrique de volleyball du côté de Yaoundé. Donc il faut dire que, au regard de tout ça, il faut quand même se poser des questions, parce qu'il faut dire, Serge avait fait déjà par le passé un très bon boulot avec, au niveau de la fédération, ses sacrifices et tout, je veux dire, l'équipe première de volleyball, etc. Donc je dis, à cela, est-ce que le comité national olympique, qui est la mère des fédérations au Cameroun, joue franc jeu? Ça, c'est la question qu'il faut se poser, parce que vous ne pouvez pas avoir un bonhomme comme ça qui s'est sacrifié, qui a tout donné, et qui en même temps on a laissé de temps en temps, il allait chercher les titres et qu'il n'a même pas été reçu par le ministère, et on le débarque comme ça parce que les élections, je veux dire tout simplement qu'il faudra que les hommes se regardent en face et que le droit ça dit. Parce qu'il faut dire, le mauvais côté du droit, il faut dire, il arrange X. Lorsque on prend telle partie du droit et on donne la faveur à l'autre et désavantage l'autre, parce que le droit étant trop complexe, à ce titre-là, il peut te donner faveur, il peut te donner des faveurs en fonction de l'interprétation des différents articles. Donc il faut tout simplement rappeler que ici, là, vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux de savoir ça, parce que aussitôt qu'il y a des camps, aussitôt que ça divise aussi des individus. Parce que déjà, lorsque je prends le cas de la Fédération camerounaise de volleyball, avec Serge, qui avait, par exemple, sa direction technique, qui avait son entraîneur, qui avait l'autre, mais l'autre qui vient aussi, qui crée aussi son entraîneur. Voilà, ça fait deux parallèles. Moi, je suis pro-Abom, par exemple, je ne vais pas travailler pour l'autre, et ça. On a vu par la suite ce que ça a pu donner, même sur les athlètes. Ça ne répond plus, parce que même les athlètes, d'autres sont pro-tel, d'autres sont pro-tel. Donc je crois que la suspension, ici, là vient tout simplement, comme Yvan l'a dit, un règlement de compte, ou alors on a interprété les tests. Ça, c'est les questions qu'il faut se poser. Mais maintenant, au niveau de la Fédération camerounaise d'Amboudo, vraiment, je ne sais pas grand-chose. Mais on dit, lorsque vous n'avez pas respecté en tant que président d'une fédération, le comité d'éthique, au niveau local déjà, les principes éthiques, voilà, donc vous devez recevoir cette sanction. Et que des personnes ont été auditionnées, il y a eu beaucoup de témoignages par rapport aux faits qui sont reprochés à l'intéressé. Bon, sauf que quand même, dans ces décisions, le conseil d'administration du comité national olympique ne nous dit pas clairement quels sont les faits qui ont été reprochés ni à Mme Djifo Justine, ni à Serge Abouem. Voilà, c'est ce que je disais tantôt, que le droit étant aussi plus que ça, peut arranger tel. Lorsque tel décide de prononcer la sentence, peut défavoriser tel, et puis ben voilà, donc c'était pas la bonne manière. C'était pas la bonne manière. Il était tout simplement question pour M. Kakaba Maboum et sa suite au niveau du comité juridictionnel, du comité olympique au niveau du Cameroun, de faire asseoir les deux protagonistes, de les faire entendre la raison pour laquelle la patrie passe d'abord avant l'assentiment individuel, et de voir comment on pouvait les associer pour faire tout simplement avancer le volleyball, dans le cas du volleyball, ou alors la Fédération camerounaise de Nambudo, parce qu'on sait que les gens arrivent, la plupart du temps, dans ces fédérations, trouvent une fédération vide, sans aucune structure, pas de siège, des gens s'investissent, les gens essaient de donner du meilleur d'eux-mêmes, et qu'à la fin, qu'on dise, voilà, ils n'ont pas respecté les normes, bien, ils n'ont pas fait X, Y, c'est malheureux, mais bon. Voilà, c'est aussi ça le pays, et puis voilà.
Et on va quand même regarder aussi que du côté de la Fédération camerounaise de basketball, la situation n'est pas aussi reluisante par rapport à tout ce qu'on est en train de développer ici. Nous avons joint Yves Tala, c'est l'ancien candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de basketball. Dans l'interview qu'il nous a accordée, il est notamment revenu sur le processus électoral qui avait été annulé, entaché aussi de beaucoup d'irrégularités. Il est revenu aussi sur la position du ministère du Sport, la tutelle, par rapport à ce qui s'est passé et peut-être ce qu'il compte faire par rapport à son challenge, à ses défis à la tête de la FECA Basket s'il venait à être élu. On va écouter un extrait justement de l'interview que Yves Tala nous a accordé. Bonjour. Effectivement, à la suite de nombreuses irrégularités qui ont été notées pendant l'AG élective qui avait eu lieu effectivement le 30 novembre 2022, la Chambre de conciliation et d'arbitrage a annulé tout le processus électoral à la FECA Basket en date du 13 juillet. Et donc ces nombreuses irrégularités étaient là, notamment lors de l'AG élective avec l'association des entraîneurs qui n'avait pas été là, l'association des joueurs qui n'étaient pas représentés par les personnes idoines, la région de l'Est qui n'a pas participé au processus et qui est absente, plus toutes les autres nombreuses irrégularités qui ont été consacrées par la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Évidemment, on a eu recours aux commissions internes de la FECA Basket où, comme on s'y attendait, on a été débouté. Ensuite, nous sommes allés, comme la loi le recommande, au niveau de la Chambre, d'abord pour avoir la non-conciliation et ensuite un arbitrage où la décision a été prise. Des différentes parties, y compris le bureau sortant FECA Basket, ils ont été notifiés le 6 septembre et il y avait 21 jours pour faire appel au TAS, seule instance susceptible d'interjeter cette décision. L'appel n'a pas été fait et donc la décision doit tout simplement être appliquée. Alors, quelle est la réaction de la tutelle, le MINSEP? Nous avons saisi à 2 reprises le ministère des Sports déjà. Déjà une première fois, c'était le 27 novembre 2023 et après en début de décembre. Donc 2 fois, nous avons saisi le ministère des Sports et nous n'avons eu aucune réponse jusqu'ici. Cependant, nous avons vu un document en circulation datant du 22 janvier. Donc nous ne pouvons pas prouver ni attester de l'authenticité. Mais ce qui est écrit dans ce document fait froid à dos. Le ministère des Sports écrirait au président sortant de la FECA Basket pour dire qu'il aurait les cartes pour mener la transition sans définir le délai de la transition et proposer les dates pour un calendrier électoral. J'ose croire que ce document-là n'a pas été signé par le ministre des Sports qui est un éminent juriste, parce que comment comprendre que on demande au bureau sortant qui est à l'origine de la faillite de ce processus électoral de proposer une nouvelle date. Et ici, on veut s'appuyer sur le document d'interprétation de la décision de la Chambre qui ne mentionne nulle part que le bureau sortant de la Fédération devrait être à l'origine du processus, mais dit simplement qu'on doit reprendre le processus électoral selon nos statuts et le code électoral. Alors ici, je m'interroge, est-ce selon nos statuts le président de la fédération qui doivent mener le processus électoral? On avait un souci avec la commission électorale indépendante et c'est un des motifs sur lequel s'est appuyée la Chambre pour annuler
l'élection, parce que ce processus-là, disons que la commission devaient être, les membres de cette commission devaient être élus selon des dispositions prévues par des textes. Il faudrait travailler donc sur ces dispositions qui garantissent une élection des membres de la commission et même un fonctionnement de la commission qui montre son indépendance par rapport à un éventuel bureau sortant ou autre. Et donc, il y a toutes ces dispositions sur lesquelles il faudrait travailler. Et ça doit être fait par une instance transitoire. Et d'ailleurs, dans toutes les fédérations où le processus électoral a échoué, on est parti vers une instance de transition, donc comme avec rugby, boxe, tennis, etc. Et le basketball ne saurait être une exception à cela. Donc on devra aller vers une instance de transition qui, elle, va être chargée de revoir tous les textes, pas seulement les articles querellés comme le 39 qui a trait à l'élection de la commission électorale indépendante de ses membres, mais beaucoup d'autres articles qui font problème, de revoir l'entièreté de cela avec un expert de la Fédération internationale pour s'assurer que ces statuts-là sont conformes à FIBA. Et à partir de là, maintenant, une commission électorale indépendante peut être mise sur pied et c'est elle, à ce moment-là, qui pourra annoncer un calendrier électoral. Nous allons saisir la tutelle qui est le MINSEP pour pouvoir veiller à ce que la décision soit pas simplement appliquée mais qu'elle soit bien appliquée, parce que je crois que c'est ça le rôle du MINSEP. La fédération, le bureau sortant ne peut pas venir dire qu'ils prennent acte de la décision et qu'ils décident de mettre en application. Non, on doit avoir une instance transitoire qui gère cela, et c'est ce qu'il faut pour que l'évaluation sentencieuse que sont les élections ne divise pas plutôt la discipline sportive. Voilà pour cette interview que nous a accordée Yves Tsala. C'est l'ancien candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de basketball, une discipline que suit particulièrement Yvan Kamwa, présent sur ce plateau. Et on a compris de bout en bout dans cette interview, Yves Tsala, qui estime qu'il faut tout simplement mettre en place un comité transitoire pour pouvoir poursuivre le processus électoral. Oui, mais tout à fait. Je pense qu'il faut pas avoir fait je ne sais pas combien d'années à la Sorbonne pour comprendre ça. Lorsqu'un processus électoral a été mené, que l'élection a été attaquée, et que ceux qui ont attaqué l'élection ont eu gain de cause, et qu'ils ont justement la décision qui leur donne gain de cause, ce qui reste à faire justement, c'est de démettre ceux qui sont à la tête de la fédération de façon illégale, installer ce qu'on a appelé à la Fédération camerounaise de football autrefois un comité, comment dire, non, il y a une autre expression, un comité de normalisation, qui va venir justement préparer les textes. Yves Tsala l'a noté dans son propos tout à l'heure, toiletter les textes, gérer les affaires courantes et conduire le prochain processus électoral. Et donc dans ce contexte-là, ça va de soi que ceux qui gèrent, entre guillemets, la Fédération camerounaise de basketball depuis un an, sont des hors-la-loi, parce que si vous gérez une instance dont vous n'avez ni la légitimité ni la légalité, ça veut simplement dire que vous êtes un hors-la-loi et que normalement, si on était dans un pays où les choses marchent avec une certaine célérité, vous aurez normalement dû être interpellé depuis. Mais il se passe simplement que la décision de la CCA ayant été rendu, ce qu'on évoquait tout à l'heure pour le volley, pour le Nambudo, ça se passe également à la Fédération camerounaise de basketball. Je vous l'ai dit, au niveau du ministère, les différents camps, notamment ceux qui sont en charge de la Fédération de basketball de façon illégale, je le rappelle encore aujourd'hui, ont certainement leur pendant aussi au niveau du ministère qui essaye de brouiller les pistes. Il vous a parlé d'un document qui circule sur la toile depuis quelques jours. Moi aussi, j'ai vu ce document. Mais je préfère penser que le professeur Moale Kombi, qui est un puriste du droit, n'a pas signé une telle énormité. Parce que si
je ne veux même pas penser que le ministre puisse signer une telle chose. Je préfère penser que ce sont des magouilles de basse échelle qui sont en train, des manipulations qui sont en train d'être faites pour permettre à l'exécutif illégal qui est en charge actuellement de la FECA Basket de se maintenir davantage à la tête de la fédération. Parce que c'est totalement incongru. Même si vous posez le problème à un élève de l'école primaire, on ne peut pas penser que quelqu'un qui a été convaincu d'illégalité dans une élection à la tête d'une fédération, que c'est la même personne qui va continuer à gérer les affaires courantes jusqu'à la prochaine élection et que c'est la même personne qui doit préparer la même élection à laquelle lui-même il sera encore candidat. Honnêtement, si quelqu'un comprend quelque chose, qu'il m'explique, parce que moi je ne comprends rien du tout. Et c'est pourquoi je préfère penser que le ministre des Sports, tout professeur d'université qu'il est, puriste des questions de droit, ne peut pas signer un tel braquage institutionnel, parce que pour moi, ça en est un. Et donc la situation aujourd'hui à la fédération est telle que... Et l'enjeu, il faut bien savoir où l'enjeu se situe. Il y a les qualifs des Jeux Olympiques qui vont se jouer dans quelques mois. Vous verrez très bien que l'exécutif actuel, illégal à la fédération, a commencé à communiquer en produisant des visuels par rapport au prochain TQO qui aura lieu. On sait que la bataille autour de tout ça sont des questions d'argent, des questions de finances, parce que chacun se bat pour contrôler la plus grosse part du gâteau. Or, on sait que la participation au TQO, d'après les informations que moi j'ai eues, le budget qui a été soumis à l'État du Cameroun tourne autour de 2 milliards pour la préparation à ce tour de qualification olympique-là. Et donc, toutes les batailles, toutes les tractations qui sont totalement en porte-à-faux avec la loi et la légalité qui sont en train d'être faites, sont faites simplement parce qu'il faut absolument se maintenir à la tête de la FECA Basket pour être là au moment où ces fonds seront débloqués et pour être de ceux qui vont gérer ces fonds pour le résultat qu'on connaît après. On a du mal à penser que des messieurs qui sont à la tête de la FECA Basket depuis plus de 13 ans, une fédération en 13 ans n'a pas de siège. On comprend pourquoi la fédération peut donc fonctionner comme ça en train de fonctionner. J'espère que de l'autre côté, parce que l'autre information que j'ai eue, c'est que la décision que la CCA avait rendue au niveau du ministère n'était pas arrivée jusqu'au ministre. Et donc ça a été intercepté dans les couloirs administratifs du ministère des Sports. Ce n'est pas arrivé jusqu'au ministre. Donc j'espère que d'ici là, le ministre des Sports va être au courant que l'élection à la FECA Basket a été annulée et que ceux qui gèrent la FECA Basket jusqu'ici sont en position illégale, qui doivent être débarqués et qu'un comité transitoire, un comité de nomination doit être installé pour préparer les prochaines élections et que chacun à ce niveau-là se prépare, quitte à ce qu'eux, s'ils sont tellement forts, qu'ils aillent se préparer, qu'ils mobilisent leur électorat et qu'ils reviennent gagner dans l'élection lors des prochaines élections dans les canons de l'art. On comprend, Dr Nundou, qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Partout, non, loin de là, je vous ai dit que c'est un problème vraiment global de gouvernance, n'est-ce pas, qu'on retrouve dans le sport. Oui. Et ce même problème de gouvernance, on le retrouve dans la gestion des affaires publiques, on le retrouve un peu partout chez nous. Je parlais de l'hôpital, je parlais de l'éducation, je parlais de la culture. Et le sport, vraiment, c'est le dernier pan qui se retrouve malheureusement englué parce que le sport avant, même tout à fait naturellement, était vraiment porteur de beaucoup d'espoir dans notre pays. Oui. Et là, c'est un problème global vraiment de gouvernance. Et le ministre qui a été complètement dépouillé de ses attributs en matière de contrôle des activités sportives, et là est un spectateur, n'est-ce pas, qu'on vient voir le matin, le soir, en fonction des intérêts. On va porter beaucoup d'enveloppes circulent. Et comme l'a bien repris M. Kanwa, l'objectif maintenant, c'est d'être au contrôle de la manne des 2 milliards, n'est-ce pas, quand elle tombera. Puis voilà, le reste, les Camerounais, les résultats sportifs, les trucs, tout ça, ça importe vraiment peu. L'objectif, ce sont des données subjectives. Voilà, donc les objectifs sont ailleurs, quoi. Voilà, c'est la vénalité, c'est la vénalité qui est vraiment au centre de tous ces débats. La vénalité. D'accord, c'est une situation en tout cas qu'on va suivre et on aura l'occasion de revenir en parler dans cette émission. Pour les minutes qui nous restent, on va s'atteler à parler du Cameroun, l'équipe nationale de football du Cameroun. Vous le savez, on sort d'une Coupe d'Afrique des Nations et qui s'est achevée
arrivé en Côte d'Ivoire. Le Cameroun qui participait à cette compétition et qui est sorti au stade des 8e de finale. Que faire pour que les Lions redeviennent indomptables? C'est la préoccupation de plusieurs Camerounais, justement, plusieurs fans des Lions indomptables après cette débâcle de l'équipe nationale. Dans son adresse aux jeunes le 10 février dernier, le chef de l'État s'est d'ailleurs dit dessus de ce parcours de notre équipe nationale en Côte d'Ivoire et a donné des instructions claires au niveau du ministère des Sports. Je vous propose de revenir sur cet extrait du chef de l'État en rapport avec les Lions indomptables. Comme moi, vous avez été certainement déçus par l'élimination précoce de nos Lions indomptables lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. Je vous félicite d'être resté digne dans la défaite, comme vous l'avez été tant de fois par le passé dans la victoire. Je puis vous assurer que nous reprendrons le combat et que nous vaincrons encore. Après tout, comme vous le dites si bien, dans une formule dont vous seul avez le secret, nous sommes le continent. La victoire n'est toutefois pas le fait du hasard. Elle exige certes du talent, mais aussi du courage, de la discipline, de l'organisation et un travail acharné. Voilà certainement le secret de notre compatriote Francis Ngannou, qui a émerveillé le monde entier lors de son premier combat de boxe anglaise. Je sais l'importance que vous accordez au football. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. Voilà pour cet extrait du chef de l'État le 10 février dernier, Jérôme Bango. On connaît tous comment le Cameroun s'est comporté lors de cette dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, éliminé au stade des 8e de finale. Et le chef de l'État a tenu à rappeler que dans un contexte difficile que le nôtre actuellement, l'État consent, il a dit, de sacrifices financiers pour avoir une meilleure organisation et peut donc exiger une meilleure organisation et un meilleur résultat de nos Lions indomptables. Et il précise, nous allons y veiller. Pour vous, ça veut dire quoi? Lorsqu'on regarde le football, qui est l'une des disciplines sportives au niveau du Cameroun qui mène un peu la plupart du temps le Cameroun dans des états, dans des émotions fortes ou alors très faibles. Il faut rappeler que l'État, comme le rappelait le chef de l'État, consentit assez de moyens. Rien qu'à voir l'enseigne où a été logé l'équipe nationale du Cameroun à la dernière CAN, l'hôtel du côté de Yamoussoukro. Donc il faut dire le Cameroun avait été très bien logé, avait été aussi très bien reçu. On ne peut pas consentir autant de moyens et pour avoir des résultats presque piètres. Nous avons été débarqués de la Coupe du Monde du Qatar. Je crois qu'il y avait assez des moyens, mais on n'a pas fait le bilan. On n'a pas donné quelques responsabilités à quiconque. On est reparti au niveau de la Coupe d'Afrique. On a pris les mêmes causes, on a produit les mêmes effets. Donc il faut tout simplement dire que c'est un peu gênant. C'est un peu gênant pour le contribuable parce qu'il faut dire l'argent que l'État consentit pour l'équipe nationale du Cameroun, ça pèse tout simplement pour le citoyen camerounais qui nous sommes. Donc il faut rappeler ici l'idée que il a dit qu'il faut consentir beaucoup de discipline. Et vous savez, en matière de sport, lorsqu'il n'y a pas de discipline, quelque part, le résultat ne suit pas.
J'ai été footballeur, j'ai eu la chance d'être footballeur. J'ai fait quelques classes au niveau de la formation des entraîneurs. Mais je vous dis, lorsque vous n'avez pas assez de discipline, vous vous cassez carrément la botte parce que vous avez des joueurs qui deviennent orgueilleux parce qu'ils ont atteint un certain seuil de valeur. Vous avez des entraîneurs qui ne veulent pas avoir, je veux dire, qui veut être au-dessus du joueur, quelle que soit la valeur du joueur. Vous avez les présidents des fédérations qui aussi n'acceptent pas d'être subordonnés par quiconque, par des joueurs, par des autres. Donc, là, ça fait... Tout ça là, ce sont des facteurs extrasportifs. Hein? Oui, oui, c'est ça qui, généralement, c'est ça qui, ici, autour de tout cela, génère les résultats. Parce que je dis, lorsque tout ça n'est pas mis sur la même enseigne, les résultats ne suivent pas. Parce qu'il faut dire, vous ne pouvez pas avoir un joueur, on prend l'exemple d'André Onana, qui fait partie des meilleurs joueurs au monde, qui arrive 24 heures avant l'ouverture de la compétition pour l'équipe nationale du Cameroun, qui arrive dans un jet privé, et qui est venu dans cette compétition en tant que joueur majeur, et qui ne se fait pas jouer peut-être pour d'autres raisons qu'on n'a pas pu expliquer. Lorsqu'on disait toujours sur ce même plateau que la Fédération camerounaise de football a ceci de particulier, c'est qu'elle ne communique pas souvent sur certains manquements. Donc ça fait ça. Et voilà, le Cameroun qui, à chaque compétition, a du mal à s'en partir. On ne peut pas comprendre ça. On a du mal à se qualifier pour cette CAN. Parce qu'il faut aller cravacher un résultat possible du côté Garoua à la dernière minute. Contre quelle nation? Et puis après, on est passé par un ouf de soulagement. On arrive au niveau de la CAN, il faut négocier la dernière journée. Contre quelle nation? Et puis mettre toujours des Camerounais de temps en temps en difficulté, ne pas bien dormir et tout ça. Bon, je crois qu'ici, il faudra vraiment ramener un tout petit peu de l'ordre. Parce que, tout comme d'autres fédérations, la Fédération camerounaise de football n'échappe pas à certains manquements. Et ça fait que, tant que le résultat ne suit pas au football, d'autres disciplines prennent un coup. Parce qu'on sait que la Fédération camerounaise de football et ceci de particulier, c'est la fédération qui a un tout peu plus de droits de regard au niveau de toute la nation. Parce que les basketteurs sont en train de se préparer pour les Jeux Olympiques. Peu de Camerounais savent ça. Mais si on sait que simplement le tournoi de la CEMAX va se jouer, on sait que ça attire plus la foule, par exemple, mieux qu'au basket, mieux qu'à l'athlétisme, mieux qu'au volleyball et d'autres disciplines. Donc, je crois qu'il faudra simplement, au niveau de la Fédération camerounaise de football, une organisation sereine et une discipline à toutes les instances, pour les joueurs, pour le staff dirigeant et pour le président de la fédération. Parce qu'on a dû entendre que le président de la Fédération camerounaise de football était un tout petit peu de trop au niveau de cette sélection-là. C'est-à-dire qu'on le voit au niveau des séances d'entraînement, on le retrouve au niveau des vestiaires des joueurs, on le retrouve presque partout. Est-ce son rôle? Mais il n'est pas sur le terrain pour jouer. Oui, mais il n'est pas sur le terrain, mais on voit la plupart des temps, la plupart des rencontres, qu'à la mi-temps, il est son vestiaire. Bon, peut-être qu'il est dans son rôle, je ne sais pas. Mais je dis, lorsque, à chaque édition, l'équipe nationale du Cameroun a des problèmes. Il y a eu le cas Gane pour la Coupe du Monde. Oui. Et pour la Coupe d'Afrique, il y a eu le cas Maxime Choupo-Moting. Pour la Coupe du Monde, il y a eu le cas encore André Onana. Voilà, il y a eu le cas André Onana, il y a le cas Gane Gadju. Pour la Coupe d'Afrique, il y a le cas Maxime Choupo-Moting. Que la fédération, toujours n'a pas pu expliquer, n'a pas pu communiquer pour quelles raisons il y a eu X, pour quelles raisons il y a eu Y. Donc, maintenant, il faudra ramener de la discipline, de l'ordre au sein de cette fédération et attendre de voir, parce qu'il faudra dire, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2025 du côté du Maroc arrivent à Grand-Pomme et de la Coupe du Monde aussi. Donc, si on n'arrive pas à manager tout cela et que les gens se regardent droit dans les yeux, vraiment, on devrait toujours en train de se plaindre, peut-être, j'imagine que le Sao Tomé parce qu'il faudra peut-être cravacher 3 points, attendre que la dernière minute, mettre le cœur des Camerounais en suspens et tout cela. Donc, vraiment, il faudra... Vous faites bien de rappeler qu'il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde et qui arrivent à grands pas. Le docteur Nundou, qu'est-ce que vous attendez notamment, qu'est-ce qu'il faudrait rapidement corriger avant que le Cameroun ne s'engage dans les prochains challenges qui arrivent? Oui, mais on dit en français, comment on fait son lit, comment on se couche. Depuis longtemps, le Cameroun a quitté vraiment les canons de l'excellence pour se retrouver un peu dans des histoires de magouilles, dans des tripatouillages. Regardez l'équipe. Si vous regardez les 10 derniers matchs de l'équipe du Cameroun, à chaque match, une composition différente. Oui. Vous ne pouvez pas avoir une équipe
qui joue aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est une nouvelle équipe, des trucs, sans qu'il y ait un manque de cohésion totale. Je veux dire, l'entraîneur, vraiment, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré en tant que footballeur pour ses prêts sportifs. Aussi, sur le plan de l'encadrement, vraiment, il y a une sorte de balbutiement, une sorte de synodal. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est elle, demain, c'est elle. On a parlé du cas André Onana, on a parlé de Choupo-Moting. Il y a de nombreux cas. On a vu le cas de Faye, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, c'est nous, Tolo, demain, c'était l'autre. On a vu des joueurs comme les Onana, on a vu les Onla. Bon, je ne suis pas particulièrement... Depuis quelques années, je me suis complètement découché parce que très passionné par mon pays, d'abord, et le sport ensuite. Et puis, vous voyez un peu ces balbutiements-là sous fond de magouille. Donc, vraiment, j'ai appris vraiment à me contenir pour ne pas stresser tout le temps. Donc, il n'y a pas grand-chose à attendre. Par contre, vous demandez ce qu'il faut faire. Souvent, ce que les équipes font, il y a des équipes qui font un pontage. On dit, bon, cette Coupe d'Afrique, cette Coupe du Monde, bon, tant pis, on bypass. Et puis, on va prendre maintenant des jeunes. Il y a vraiment une bonne réserve de jeunes. Hein, je pense à où on a vu les Koudou, n'est-ce pas, ou les Mbemo. On peut prendre des gens, on dit, bon, ben, on fait un pontage. On compte maintenant sur 4 ans. Il y a des équipes d'ailleurs qui sont mises en réserve pour bien préparer. On dit ces jeunes-là, on va les préparer dans 4 ans et puis c'est le seul moyen. Tant qu'on est dans ces balbutiements, dans ces tripatouillages, c'est tel joueur de l'entraîneur, c'est tel du président de la fédération, c'est tel imposé par le ministre, c'est tel de tel agent de joueur. Vraiment, le Cameroun ne sera plus jamais le Cameroun. Et vous avez vu les petites équipes, n'est-ce pas? On a vu des petites équipes aujourd'hui qui montent. Hein. On a vu le Cap-Vert, on a vu la Mauritanie, on a vu le Soudan. Toutes ces petites équipes-là. Il n'y a plus de petites équipes parce que toutes se préparent. On a vu la Guinée équatoriale. Hein, il y a quelques mois, partait un des illustres footballeurs que le Cameroun ait connu, Bekombo François. Hein. Moi, je l'ai connu jeune. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais lui, il est surpris quand on dit maintenant que le Cameroun se prépare pour aller jouer contre la Namibie. Pour aller dire, eux, à notre époque, quand on nous disait on va jouer contre telle petite équipe, je ne cite pas les pays, on mettait telle équipe B qui allait leur filer 8-0 qui revenait. Aujourd'hui, nous apprenons que le Cameroun se prépare pour aller défendre. Il dit que vraiment le Cameroun, bon, il était un peu à l'orée de sa vie, il dit vraiment, ce Cameroun-là, nous ne le reconnaissons pas dedans. Et c'est tel le cas aujourd'hui. Tous ces joueurs, le Cameroun est parti en Côte d'Ivoire avec quel joueur majeur? Quand vous voyez le Niger, on parle de Simen, vous voyez tel, on parle de Marès, tel, on parle de Mohamed Salah. Dans telle équipe, vous voyez, il y a des leaders. On est parti comme ça, vraiment, c'était une équipe plate. C'est vrai, par la cohésion d'ensemble du groupe, comme dans le cas de la Côte d'Ivoire, on peut atteindre des résultats. Mais là également, c'était une équipe disparate. Aujourd'hui, on a la ligne telle équipe. Demain, c'est tel autre. Aujourd'hui, tel joue défenseur. On joue même un peu les uns contre les autres. Et ça, c'est vraiment extrêmement mauvais. Donc, pour moi, vraiment, il n'y a rien à attendre de cette piètre équipe-là. Hein, pourtant, nous avons de très bons joueurs. Mais l'encadrement, vraiment, a été complètement défaillant. Oui. Donc, il faudrait voir, à mon avis, il faudrait faire un pontage sur 2 ans. Vraiment, aligner une nouvelle équipe de jeunes. Faire un peu ce que Oyebok est en train de faire. On n'a pas pris des joueurs de 30 ans, 40 ans pour aller gagner, non, la Coupe des Vises, non. On prend des jeunes maintenant de 3 ans, 4 ans, on les forme, on dit dans 5, 6 ans, on aura vraiment des champions. C'est la seule chose à faire. D'accord avec ce dernier point? Oui, peut-être avant d'arriver sur ce que le docteur disait, tu me permettras de réagir sur l'extrait du discours du président qu'on a écouté tout à l'heure. Tous ceux qui ont un minimum d'informations sur la connaissance du fonctionnement de l'équipe nationale savent que la présidence de la République exerce un contrôle permanent sur tout ce qui se passe en équipe nationale. Même quand ils sont en compétition, dès qu'il y a le moindre fait au sein de la tanière, la présidence est tout de suite alertée et au courant de ce qui se passe. Et ce n'est pas que le fait du Cameroun. Dans tous les pays du monde entier aujourd'hui, le football aujourd'hui constitue un levier de management sur le plan politique. Tous les politiques dans le monde entier veulent avoir un contrôle sur le fonctionnement de leur équipe nationale de football. Parce que le football, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, le football est ce qu'il est. Je ne sais pas si en termes de rayonnement, il y a quelque chose qui rayonne dans le monde entier plus que le football. Et donc, en tant que tel, les différentes équipes nationales aujourd'hui sont un paria politique. Un instrument à travers lequel on peut passer des messages politiques. Souvenez-vous de la scène de 2004 ou 2005 en Côte d'Ivoire, où après un match de la Côte d'Ivoire, Didier Drogba avait pris le micro pour parler à ses concitoyens ivoiriens. Et après, on a vu tout de suite qu'il y a eu
ce message a eu un effet apaisant sur la crise qu'il y avait en Côte d'Ivoire. Et donc, quand j'ai fini de dire ça, le Cameroun n'est pas en marge de cette façon de faire. Et donc, au niveau de la présidence de la République, le chef de l'État est au courant de tout ce qui se passe dans cette équipe. Et le discours qu'il a tenu il y a quelques jours nous renseigne sur deux choses. D'abord, il a parlé de discipline et d'organisation. Oui. Ça veut dire que le chef de l'État sait très bien que les échecs qu'on a accumulés ces dernières années ne sont pas liés à la qualité individuelle des joueurs ou à la qualité de notre équipe, mais se rattachent davantage aux problèmes de discipline et d'organisation dont l'équipe a été en proie pendant les 2 dernières compétitions auxquelles on a pris part, notamment la Coupe du Monde au Qatar et la dernière Coupe d'Afrique qui s'est disputée en Côte d'Ivoire. Ce qui par ailleurs rejoint ce que moi personnellement je pense et j'ai vécu. On ne va peut-être pas refaire l'histoire de tout ce qui s'est passé autour de cette équipe avec l'affaire où on en a mal géré au Qatar. Jérôme a parlé tout à l'heure du problème Gade, Choupo-Moting qui sont écartés de l'équipe sans qu'on ne sache véritablement trop comment. Les problèmes d'ingérence du président de la fédération qui s'immisce dans les séances d'entraînement, qui anime les séances de préparation vidéo de veille de match et tout ça. Tout cela, le président de la République est au courant de ça. Je vous passe des problèmes de... Parce qu'aujourd'hui, la fédération, au-delà de tous ces problèmes d'organisation, et contrairement à cette image que certaines personnes veulent laisser véhiculer, la fédération camerounaise de football aujourd'hui, depuis 2 ans, est passée maître dans la gabegie financière. Pour la Coupe d'Afrique, par exemple, en Côte d'Ivoire, pratiquement tout le personnel de la fédération était du côté de la Côte d'Ivoire. Expliquez-moi quelle fédération au monde entier, pendant une compétition, fait voyager tout son personnel. Ça n'existe nulle part. Il dit pratiquement tout le personnel de la fédération était en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous passe de ce qui s'est passé du côté de l'Arabie Saoudite, c'était peut-être pas le cadre dans cette émission. Parlant de gabegie financière, ce qui s'est passé du côté de l'Arabie Saoudite, c'était un scandale. Et donc le président de la République, lui, en tant que premier Camerounais, chef de l'État, est au courant de tout ce qui s'est passé parce qu'il a ses réseaux d'information. Il y a un service de renseignement qui est pointilleux et qui renseigne le chef de l'État sur tout ce qui se passe. Donc il est au courant de ça. Et quand il parle d'organisation et de discipline, il sait très bien de quoi il parle. Ça, c'était d'un. De 2, il vous a dit l'État consent énormément d'efforts et est en droit d'exiger les résultats. Une meilleure organisation et un meilleur résultat. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que quand M. Samuel Eto'o a été porté à la tête de la fédération, il a pratiquement reçu patte blanche. Et quand vous voyez le conflit qu'il y a eu ces 2 dernières années entre la fédération et le ministère, c'est parce que le ministère, qui, dans le test d'organisation et fonctionnement des sélections de 2014, a eu certaine emprise quand même sur les sélections nationales, depuis 2 ans ne parvenait pas à exercer justement son droit de regard et de contrôle sur la sélection nationale fanion du Cameroun, parce qu'en haut, ses chefs avaient donné quitus au président de la fédération de pouvoir vraiment avoir patte blanche et de gérer la fédération comme lui l'entend gérer, parce que beaucoup de gens ont cru en Samuel Eto'o. Moi, personnellement, je ne croyais pas en lui, mais beaucoup de gens ont cru en lui, y compris l'ordre gouvernant, qui d'ailleurs a fait quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du Cameroun, c'est-à-dire qu'on voit l'État qui prête de l'argent à la fédération pour se préparer pour une compétition. Ça n'a jamais existé. Et vous vous dites bien que le chef de l'État aussi, il est au courant de ça. Voilà, est au courant de ça. Et donc, quand il vous dit que l'État a consenti énormément de moyens, c'est partant justement de tous ces exemples-là, et qu'il estime qu'aujourd'hui, on t'a laissé gérer, tu as montré, tu n'as pas fait preuve de maturité, tu t'es avéré incapable. Voilà, on n'a pas les résultats escomptés. Et donc, quelque part aussi dans son discours, il remet le village, l'église au centre du village en disant, tiens, l'État qui met des moyens, qui met des finances, est dans son droit d'exercer un droit de regard par rapport à comment cet argent est géré et un droit d'exigence par rapport aux résultats. Donc, pour moi, voilà les 2 principaux messages que le chef de l'État est en train de passer, a voulu nous passer dans ce discours. Et ce que les gens ne savent pas, la nomination de Rigobert Song, ça a été certes une proposition du président de la fédération, mais qui a été validée en haut lieu par la présidente de la République. Or, on sait très bien que dans le test de 2014, la fédération propose, l'État recrute à travers le ministère des Sports. Or, à ce niveau-là, le ministère des Sports n'a pas pu intervenir parce que l'ordre est venu d'en haut. Et donc là, on est en train de vous dire, tiens, à partir de ce moment, on va revenir au canon de fonctionnement basique de l'époque. On t'a laissé gérer, tu n'as pas pu gérer, tu n'as pas pu résoudre les problèmes d'indiscipline. Vous comprenez, parce que le chef d'État, quand il dit le ministère des Sports a reçu les instructions claires, ça c'est ce qu'il dit. Oui, bien sûr, et je peux d'ailleurs, information pour information, je peux d'ailleurs pratiquement vous rassurer que Rigobert Song, dont le bail arrive à expiration le 28 février prochain, ne sera pas reconduit. Le ministère a déjà entrepris des tractations et a contacté un certain nombre
d'entraîneurs pour qu'ils déposent leur projet au niveau de la fédération et après, le casting sera fait. Donc, j'ai simplement voulu évoquer cet ensemble d'éléments pour que les uns et les autres comprennent très bien vers là où je ne suis pas un spécialiste du décryptage du langage politique, mais moi, c'est comme ça que j'ai compris ce que le chef de l'État a dit le 11 février dernier, s'agissant justement de l'évocation des questions liées au football. Et on devrait peut-être s'attendre à quoi? Le chef de l'État qui dit que nous allons y veiller personnellement, le ministère des Sports a reçu des enquêtes, d'après certaines informations, il y aura une commission d'enquête. Pour voir clair un peu ce qui s'est passé et qui pourrait éventuellement suggérer une révision de la loi. Oui, c'est pas. Décret de 2000. Oui, c'est pas faux. Peut-être on va permettre à l'État de revoir un certain nombre de choses. Oui, c'est entre autres mesures qui peuvent être envisagées. On va attendre de voir ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que quand l'État met de l'argent quelque part, quand l'État veut, il peut faire un audit pour voir comment est-ce que l'argent qu'il vous a donné a été utilisé. Je ne suis pas dans les secrets de l'État pour savoir ce qui est en train d'être fait. J'ai minimalement mes informations par rapport à la fédération et strictement ce qui est lié au football. Mais quand le chef de l'État parle ainsi, il donne le ton, il fixe le cap et ça va de soi que les autres membres de l'appareil gouvernemental vont simplement s'inscrire dans la lignée de ce que le chef de l'État a indiqué. Voilà, on attend donc de voir ce qui va se passer. C'est la fin de cette émission. Merci Yvan Kamwa d'être venu, Jérôme Bango, et merci au docteur Jean Nundou d'être venu également participer à cette émission. On espère vous avoir sur ce plateau lors de nos prochaines éditions. Ça a été un réel plaisir de partager ces moments, ces 2 heures de temps d'horloge avec les autres copanélistes et les téléspectateurs. Et on dit une fois de plus bonsoir à Patience Essungu, l'ancien délégué régional des sports du littoral. Merci à toute l'équipe technique réunie autour d'Adonis Yamen, amis sportifs. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.